Bon, eh bien, on va commencer. Donc, je vous souhaite bien sûr avant tout la bienvenue au camping de Saint-Galmier. Et avant toute chose, je vais remercier bien sûr ceux qui ont permis que cette journée ait lieu. J'en fais partie, mais je ne suis pas le seul. Je vais peut-être demander aux personnes juste de se montrer, comme ça on sait qui est qui. Donc il y a Odile, je ne sais pas où elle est, elle se cache, elle est peut-être en train de... Voilà, elle est là. Donc Odile Bourrin de Saint-Médard et sa famille qui nous ont beaucoup aidés. C'est eux qui ont fait l'organisation logistique de la journée. Donc c'est quand même, je sais que c'est quand même du travail. Donc merci à eux. Et puis merci aussi à vous tous qui êtes venus, bien que ce soit la fête des pères. Et je crois que tous les messieurs qui sont là sont pères en fait. À part les petits enfants qui sont là derrière, je crois que voilà. Alors c'est vrai que c'est très difficile de trouver une date qui va pour tout le monde. Et puis voilà, on a fait au mieux. Et puis vous êtes quand même très nombreux. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait au départ. Donc voilà, merci à tous d'être ici. Avant de commencer, donc quelques personnes que je suis très heureux d'avoir parmi nous. Donc il y a Paul Blanchard, je ne sais pas où il se cache. Voilà, il est là. Paul Blanchard, donc alias Pabla pour ceux qui le connaissent sur Internet, qui est quand même à l'origine d'énormes recherches sur la région. Il m'a précédé. Moi, j'ai aussi puisé beaucoup dans les résultats de ses travaux. Et donc, il vient d'Avignon, enfin du Vaucluse. Et je suis très heureux qu'il soit venu avec sa femme, et son frère, sa belle-sœur, etc. Également, Marie-Thérèse Granger-Thomas, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Voilà, alors Marie-Thérèse, on fête quasiment aujourd'hui nos 20 ans d'amitié. On s'est connus il y a exactement 20 ans, le 21 juin 1998. Vous avez organisé la première rencontre généalogique dans le Jura, parce que Marie-Thérèse est parente avec moi du côté de mon père, autrement dit, du côté de la branche jurassienne. Alors, on dirait deux mots tout à l'heure. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de journées, de rencontres qu'on a faites. Et on a trouvé, en recherchant également une parenté avec son ex-mari, du côté du Forêt, autrement dit, donc elle est là aussi en tant que cousine, elle est tout en bas, tout à gauche du poster que vous avez au fond. Voilà. Donc, André Bonnier, je ne sais pas où il est là. Bonjour. On ne s'est pas dit bonjour, mais je le dis ici. Voilà, André Bonnier, il est aussi dans la liste des cousins, mais je le remercie particulièrement parce qu'il m'a vraiment débloqué énormément de pistes et voilà, je suis très heureux qu'il soit aussi parmi nous. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de contacts téléphoniques avec la plupart d'entre vous. C'est malheureusement de plus en plus difficile aujourd'hui, puisque comme vous le savez, on est tellement sollicité que les gens finissent par plus répondre au téléphone, au fixe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce numéro suisse qui s'affiche? Je raccroche. Ah oui, je comprends. Voilà. Mais bon, on y arrive. Voilà, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut même, je dirais, un peu de l'obstination, en fait. Hein. Voilà. Alors, quelques mots sur qui je suis. Eh ben oui, malheureusement, les couleurs ne sont pas rendues. C'est dommage. Ceux qui arrivent à voir l'écran comprendront un petit peu. Donc ça, c'est mon arbre minimal, autrement dit mes 14 premiers ancêtres. Tous ceux d'en bas, c'est ceux du côté de mon père, c'est le Jura. Donc la moitié de ma généalogie, c'est dans le Jura, dans la zone autour de Poligny-Arbois, pour ceux qui connaissent, région viticole. Ensuite, du côté de ma mère, ça se recoupe en deux, puisque mon grand-père maternel est natif d'Orgon, donc en Provence. Donc là, c'est un village sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc un quart de ma généalogie, c'est Orgon et les environs, la frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et puis ma grand-mère, ça se recoupe en deux, ma grand-mère maternelle. Autrement dit, 1/8 de ma généalogie, c'est dans les environs de Dijon, donc Quetigny, banlieue de Dijon. Et puis, son père, c'était justement un bonnet de Saint-Étienne, autrement dit, mon arrière-grand-père, un de mes 4 arrière-grands-pères. C'était un bonnet de Saint-Étienne, dont le père était de Gramont, et la mère était une Meillet de Saint-Éan.
Alors, voilà, donc c'est de ce côté-là, bien sûr, que c'est par ce côté-là que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui. Voilà, alors, sinon, sur l'histoire familiale, ben, mon père du Jura, il quitte le Jura dans les années 50, l'exode rural, il va à Marseille. Il rencontre ma mère à Marseille. Donc lui, il termine, si vous voulez, une lignée d'agriculteurs, de père en fils depuis des siècles, parce que je les ai retrouvés dans le même village depuis 1700. Et puis voilà, ça s'arrête là. Ça change, c'est la vie, c'est la société qui change. Et donc il arrive à Marseille. À Marseille, il retrouve ma mère. Alors ma mère, ben, elle, si vous voulez, son père était d'Orgon. Il s'était établi à Marseille, travaillait à la SNCF. Il avait quitté le village d'Orgon pour aller à Marseille, classique, dans les années après la Première Guerre. Beaucoup d'exodes. Et puis on s'aperçoit aussi en généalogie que ceux qui travaillaient dans le chemin de fer, ben oui, ça bouge, évidemment. Donc il est arrivé donc à Marseille. Il a connu ma grand-mère à Marseille. Ils se sont mariés en 1920. Et puis ma grand-mère, ben voilà, son père était donc armurier. Elle, ils avaient bougé avant l'heure. C'était à une époque où les gens ne bougeaient pas beaucoup, comme on le sait. Mais qui c'est qui bougeait? Ben, les militaires. En général, il n'y avait guère que eux. Les militaires, les religieux, c'est eux qui sont pour nous, en tant que généalogistes, un peu des problèmes, mais en même temps aussi des motivations, parce que voilà, on perd leur trace. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben oui, il était militaire. Elle était bonne sœur. Elle est donc partie, on va aller dans les archives des couvents, on va retrouver. Et puis lui, il était chef armurier, il a fait carrière, il est mort jeune en 1904, il avait 40 et quelques années. Ma grand-mère m'en a parlé, moi j'ai très bien connu ma grand-mère, enfin j'avais 11 ans quand elle est décédée, donc voilà, elle m'a parlé de son père, chef armurier, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je me situe. 100% de mes ancêtres sont français, c'est pas toujours le cas. Alors ça facilite, on va dire. Mais pour moi, ça s'arrête là. Je suis marié avec une Portugaise, donc mon fils, il a la moitié de son ascendance qui est portugaise. Et là, je dois dire que je n'ai rien fait encore aujourd'hui. C'est difficile. Voilà. Donc on sait très bien que dans la population française, la plupart des gens, quand ils recherchent un peu, ils ont des ancêtres italiens, espagnols, etc. Donc, il y a eu beaucoup de migrations, mais des migrations quand même relativement récentes, mais ça dépend. Vous avez des migrations qui ont eu lieu, par exemple, à l'époque des guerres de religion. Vous avez bon, là, c'est plutôt dans l'autre sens, des Français protestants qui sont partis, par exemple, en Suisse ou en Allemagne, des Huguenots. Et donc, voilà, vous avez des Allemands qui ont des ancêtres tout simplement français et qui sont arrivés en Allemagne au moment des guerres de religion. Les guerres de religion, les guerres en général, ça brasse les populations. C'est bien connu, on le vit encore aujourd'hui. Voilà. Alors, donc voilà, petit avertissement, parce que le virus de la généalogie s'attrape facilement. Une fois qu'on l'a pris, c'est très difficile de se soigner. Vous avez quelques personnes ici assez gravement atteintes, et c'est incurable. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Un peu des motivations qui sont derrière tous ces travaux, de comment on fait les recherches actuellement, comment on arrive à toutes ces roues que vous voyez affichées. Donc, j'ai affiché donc, au fond là, le poster du fond, c'est un peu tous les liens entre une majorité des personnes ici présentes, pas toutes, parce que si toutes les personnes qui sont ici sont parentes avec moi, elles ne sont pas toutes forcément parentes entre elles. On aimerait bien des fois avoir tout le monde, mais c'est pas tout à fait. Donc, par exemple, on a les bonnets de Gramont, dont on va parler un peu plus loin, c'est la roue qui est dans le coin là-bas, ils ne sont pas reliés à cet ancêtre tout en haut, un vachon là, ils ne sont pas reliés pour l'instant, mais je pense qu'on risquerait de les relier prochainement. Il y a encore du travail à faire. Ça tient chaud les bonnets. Ah, ça tient chaud, oui. Ah ouais, surtout au pays du chapeau, là. Voilà. Voilà. Comment est-ce qu'on grimpe dans un arbre généalogique? Je vais vous montrer un petit peu comment on navigue dans un arbre. Donc,
il y a Gérard Bonnet qui me disait tout à l'heure que c'est pas forcément très facile de naviguer dans ces roues. Je comprends effectivement parce qu'on zoome, après on voit plus rien. Donc, on va essayer de voir un peu comment on peut rendre la chose un peu plus facile pour les personnes qui ne sont pas forcément dans l'informatique. Comment on partage le résultat des recherches, et puis bien sûr on va parler de l'avenir et pas que des morts, bien sûr. Voilà, donc cet article je l'aime bien parce que c'était le tout début où j'ai fait mes recherches, ben, rien du tout, mais c'est dommage. Ça date de 81, juste pour vous situer, en 81, vous vous souvenez, ceux qui étaient adultes à ce moment-là, c'est-à-dire quand même la majorité d'entre vous, il n'y avait pas encore vraiment les ordinateurs. Les ordinateurs, c'était ceux qui travaillaient chez IBM, etc. Bon, ça commençait tout juste. Et puis là, j'avais fait le dépouillement du village de mon père, donc de Bully, et puis par l'intermédiaire d'un gars qui travaillait chez IBM et qui était dans le centre généalogique de l'époque, on avait tout mis ça pas en ligne, il n'y avait pas de ligne. On avait mis ça sur informatique et ça avait permis de sortir des listings qui avaient été communiqués aux archives, puis ça avait fait un petit peu l'objet d'un article à l'époque. Et puis dans cet article, il disait, je vous lis la première ligne, dans un futur très proche, il suffira de questionner un ordinateur pour connaître son arbre généalogique. Cela se fera en quelques instants. Voilà. Bon, à l'époque, on était quand même bien loin de ça, mais vous savez, les journalistes, hein, ils accélèrent tout. Hein. Bon, on est 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, c'est quand même ça aujourd'hui. On n'est plus très loin de ça. Donc, on va le voir. Donc, votre arbre, en général, il est déjà en ligne, une partie en tout cas. Donc, pourquoi ? Parce que justement, beaucoup de gens ont travaillé et beaucoup de gens ont surtout saisi sur informatique le résultat de leur recherche. Alors là, c'est il y a 20 ans, c'était quand on a fait cette fameuse première journée. Donc là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pas grand-chose, parce qu'il y a eu une pause. J'avais commencé mes recherches tôt, mais bon, j'ai arrêté quand même durant mes premières années de vie professionnelle. J'étais à l'étranger, j'avais, comme toujours, beaucoup de travail, j'avais pas le temps. Bon. Et puis, en 94, je suis donc arrivé en Suisse. C'est la même année où je me suis marié, c'est la même année où mon fils est né. Et puis, voilà, après, plus stabilisé. Et puis surtout, quand même, il faut le dire, Lausanne, c'est pas très loin du Jura, donc proximité géographique. Et donc, ça m'a relancé un peu sur cette généalogie jurassienne. Et c'est comme ça que j'ai repris un petit peu le fil. Et puis voilà, donc après, il y a bien sûr l'informatique qui est arrivée, Internet, et donc tout ça, ça a bien sûr boosté un peu les recherches. Voilà, bon là, j'affiche quelques idées reçues parce que ces idées-là, elles étaient, c'était vrai il y a 25-30 ans. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de moins de 60 ans qui faisaient des recherches généalogiques. Ils faisaient ça à la mano, sur papier. Voilà, j'en ai connu quelques-uns. Et puis, il fallait avoir du temps, parce qu'il fallait aller aux archives. Pas possible de faire de la généalogie sans aller aux archives. Les archives, comme chacun sait, c'est pas ouvert le week-end. Donc, voilà, il faut prendre des vacances. Quand est-ce qu'on fait ça ? Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai. Oui, si on avait des ancêtres étrangers, on pouvait oublier encore. Il fallait aller en Italie, en Espagne, peut-être en Russie pour certains. Il y a des Russes qui sont venus en France, hein, il y en a beaucoup quand même, du monde de la Révolution russe. Bon, voilà, c'est pas évident. Des places, il y a des gens qui peuvent. Ah oui, merci. Oui, il y a des places ici. Profitez, c'est bête de rester debout, là, venez vous asseoir, vous avez des chaises qui vous tendent les bras, là. Ouais, il faut passer devant tout le monde, c'est pas grave. Allez, venez vous asseoir. Non, ça va durer, je vous préviens, il y en a pour un petit moment, là, vous allez fatiguer. Voilà. C'est vrai que c'est dommage. On disait c'est comme à l'église, hein, il y a toujours des chaises vides qui restent. Voilà. C'est comme le prêtre, là, il engage les gens à venir s'asseoir devant. Voilà. Donc voilà ces idées reçues qui sont plus tellement d'actualité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous anime quand on fait des recherches généalogiques ? Il y a différentes motivations.
je n'ai pas forcément les mêmes que d'autres personnes. On en partage certaines, il y en a, bon, voilà. Moi, ce qui me motive, c'est qu'on sait qu'on fait quelque chose qui restera. Dans un monde où les choses sont très éphémères, ça fait quand même plaisir de se dire, voilà, on fait quelque chose de durable. Un petit peu comme, je sais pas, moi, un sculpteur, il fait une sculpture, il sait qu'elle va rester après lui. Pareil, voilà. Ensuite, motivation, c'est de... Tous les généalogistes, c'est un peu pareil. Hein. On est motivé quand il y a un blocage. Lui, qu'est-ce qu'il est devenu voilà, perdu de vue. Comme on a dit tout à l'heure, c'est peut-être un militaire, c'est peut-être un religieux. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a des... les gens des bois. On en dira quelques mots. Les gens des bois, c'est des forestiers. Ils travaillent dans les bois. Et bon, ici, il devait y en avoir aussi. Hein. Beaucoup de forêts. Dans le Jura, il y en a beaucoup. Alors eux, ils vivent dans des baraques, dans les forêts, et puis ils bougent. Très difficile. Très difficile, mais aujourd'hui, ceux qui ont la malchance d'avoir des ancêtres forestiers, ils se sont tous mis ensemble et puis ils échangent leurs travaux. Donc ça compense cette difficulté. Ensuite, dans la généalogie, il y a l'histoire d'un village. Faire l'histoire d'un village, ça veut dire la généalogie d'un village. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé dans le Jura, parce que c'est un village de 300 habitants. Bon, on s'aperçoit, 80% pour moi, en ce qui me concerne, 80% des personnes qui figurent dans les actes d'état civil entre 1700 et 2000 sont dans mon arbre, 80%. Dans le village d'Orgon en Provence, on tombe à 50%. Donc mon souhait, moi, c'est un petit peu mon idée, ça serait de faire la même chose pour Gramont, qui est quand même le village où j'ai le plus de personnes, certainement apparentées. Je pense qu'on arriverait à 40-50% de personnes dans mon arbre, je pense. Pour l'instant, c'est pas encore... Voilà, donc ça c'est très intéressant. Évidemment, l'entraide généalogique qui nous fait connaître des personnes comme celles que j'ai citées au début, évidemment, c'est une grande motivation. On en découvre aussi des nouveaux, hein, régulièrement. Et puis, c'est vrai qu'en faisant de la généalogie, on apprend la géographie, on apprend l'histoire. Vous m'auriez parlé de tous ces villages autour de Saint-Médard, évidemment que j'avais aucune idée. Hein. Je connaissais Gramont un peu, j'avais situé Gramont et Saint-Éan, puisque la femme de cet aïeul de Gramont était de Saint-Éan. Bon, voilà. Maintenant, je connais à peu près tous les villages du coin. Là. Voilà. L'histoire aussi, oui, l'histoire, c'est... L'histoire, quel lien entre l'histoire et la généalogie? Nos ancêtres, ils ont participé à l'histoire, de facto, puisque l'histoire, c'est quoi? C'est le peuple. Hein. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple du Jura, que je connais bien. Je pense que vous, qui n'êtes pas de cette région, ne connaissez sans doute pas l'histoire du Jura. A priori, il n'y a pas de raison que vous la connaissiez, sauf ceux qui s'intéressent de près. Mais il faut savoir que pendant les guerres de religion, il y a eu la guerre dite de 30 ans, donc certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, vieux souvenirs scolaires, donc on est au début du XVIIe siècle, et la guerre de 30 ans, dans le Jura, on l'appelle la guerre de 10 ans, parce que là-bas elle a duré 10 ans, et qu'est-ce que c'était la guerre de 10 ans? C'était Louis XIV qui a rattaché la Franche-Comté à la France. Et oui, la Franche-Comté n'était pas française avant Louis XIV. Comme vous pouvez imaginer, ça s'est pas fait dans la douceur. Il y a eu beaucoup de morts, des villages rasés, des incendies, voilà. Ce qui se passe toujours dans une guerre. Hein, donc, les Francs-Comtois ne se sont sentis français que, on va dire, un siècle après. Au moment de la Révolution française, ils étaient quand même français. Si on prend la Savoie, c'est plus récent. Hein, le rattachement de la Savoie à la France, lui, il ne s'est pas fait dans le sang, heureusement. Mais j'ai une cousine de Savoie qui m'a expliqué qu'à la guerre 14, on envoyait des Savoyards en première ligne. C'est pas des vrais Français, c'est des Savoyards, ils vont se faire zigouiller dans des offres. Voilà. Donc tout ça pour dire, tout ça c'est l'histoire. Alors dans la généalogie, on le voit par exemple dans le Jura, à partir de 1600, 1700, 1650, les gens qui arrivent, il n'y avait plus personne. Hein. Les villages avaient été rasés, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des Savoyards, qui ne sont d'ailleurs pas français à l'époque. On est en 1650, on fait venir des Savoyards, on fait venir des Suisses, pas mal de Suisses qui sont venus peupler le Jura. Et puis on voit aussi un déplacement du Haut-Jura vers le Bas-Jura, parce que le Haut-Jura,
étant difficile d'accès, lui, il avait été épargné par la guerre. C'était quand même très difficile d'atteindre les villages un petit peu reculés dans la petite montagne. Donc, ces gens-là, après, ils sont venus dans la plaine, où il y avait tout était à reconstruire, tout était à refaire. Alors, on le voit dans les registres, on le voit clairement. Donc, voilà pourquoi l'histoire est quand même toujours derrière la généalogie. Voilà, et puis bien sûr, une des dernières motivations, c'est celle qui nous amène à nous retrouver ici aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un petit peu ce gag ici parce que, vous savez, c'est le mondial, donc un gamin qui n'a pas le gardien de l'équipe du Danemark, il a tous les autres, tant qu'il l'aura pas, il va grogner, il va essayer. Voilà, nous c'est un peu ça aussi. On a celui-là, là, le fils de cet ancêtre, on ne le retrouve pas, et tant qu'on ne l'aura pas trouvé, on va le chercher. Voilà. C'est un petit peu. Voilà. Alors maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un petit peu le prof. Alors, on fait son arbre. Alors, on fait son arbre, ça veut dire quoi? On est là, on a ses parents, et puis ses grands-parents. Bon, jusque-là, en général, ça, on l'a sans faire de recherche. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais c'est un peu... Voilà. En généalogie, on va numéroter les ancêtres, parce que ça nous aide. Après, quand on arrive à la 10e génération, de qui est-ce qu'on parle, etc. Donc, il y a un gars qui s'appelait Sosa qui a inventé cette numérotation. C'est très simple. Moi, je suis le numéro 1. C'est celui qui est en bas. C'est la souche de l'arbre. Le père, c'est le numéro 2. Et la mère, c'est le numéro 3. Les hommes seront toujours des numéros pairs. Les femmes, toujours des numéros impairs. Facile. On multiplie par 2 pour avoir la génération suivante. Donc, 4, 5, 6, 7. Jusque-là, tout va bien. On a le petit arbre de base. On va remonter. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme je vous montrais tout à l'heure. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, on a jusqu'aux arrière-grands-parents. Et ainsi de suite. Bon, vous allez me dire, oui, ça va, on a compris. C'est pas très compliqué, finalement. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Quand est-ce que ça se complique? Ça se complique parce que vous allez faire encore comme ça, 2 ou 3 fois. Et puis vous allez voir que lui, c'est le même que lui. C'est le même. Alors vous allez dire, voilà, mon numéro 118 et mon numéro 126, en fait, c'est la même personne. Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes se sont mariées entre cousins. Ni plus ni moins. Là où une personne normale, entre guillemets, aurait 1024 ancêtres, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, enfin, on multiplie chaque fois par 2, c'est un peu comme en informatique. 1024, ça serait, je ne sais plus, la 6e génération. Le roi Juan Carlos, d'Espagne, il en a 120, je crois, au lieu de 1000. C'est grave, oui, dans les familles royales, et tous en peu. Mais il n'y a pas que eux. Mais plus chez eux quand même encore que chez nous. Voilà. Donc, alors ça, c'est ce qu'on appelle, le terme technique en généalogie, ça s'appelle l'implex. On appelle ça l'implex. C'est ce fait que les personnes se marient entre parents, et c'est très fréquent, c'est même la norme. Alors ça le devient de moins en moins maintenant, puisque les gens bougent beaucoup plus, évidemment, ça change la donne. Sans doute peut-être dans le bon sens du point de vue génétique, je ne suis pas le mieux placé pour dire ça, mais c'est vrai que maintenant, il y a moins de mariages consanguins qu'avant. Alors consanguins, on s'entend, on ne parle pas de mariage entre cousins germains, même si il y en a eu. Bon, il faut savoir aussi que l'Église contrôlait ceci, donc vous le trouvez dans les actes de mariage. On parle de dispense de consanguinité, ça veut dire qu'ils sont cousins, mais voilà, on accorde la dispense. Vous avez beaucoup de dispenses. Vous avez une dispense pour vous marier pendant le carême, une dispense pour vous marier pendant l'Advent. Vu que beaucoup de choses étaient interdites, il y avait beaucoup de dispenses. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, on va en parler tout à l'heure. Dans les personnes qui sont ici, là, on parlait tout à l'heure
j'ai montré ça. Il y en a qui ne savaient pas. Ah ben ouais, alors c'est drôle, alors ils sont cousins. Je suis cousin avec ma femme finalement, par exemple. Ou bien je suis cousin avec ma belle-sœur, alors que j'imaginais pas. Ben oui, c'est ça. On met ça au jour, au grand jour. Bon, il n'y a rien de. Voilà, c'est un peu standard. Hein, je veux dire, dans les campagnes, c'est classique. Alors, ça, c'est donc ce qu'on appelle la généalogie ascendante. Ben, c'est comme ça que font la plupart. Hein. C'est comme ça qu'on commence. Il faut bien faire son arbre. Voilà, on monte, on fait sa généalogie ascendante. Alors, il y en a qui sont un petit peu obsédés par la généalogie ascendante. Pour eux, le nirvana, c'est d'avoir un nouvel ancêtre, le père de celui qui était né en 1650. Ça y est, on a trouvé sa trace. Moi, c'est pas trop mon trip, si vous voulez. Bon, ça va, je suis toujours bien content d'avoir des nouveaux ancêtres, mais à partir d'un certain niveau, il y a quand même une marge d'incertitude. Parce que, ah bon, tu as trouvé des nouveaux ancêtres, mais comment tu sais? Ben oui, parce que il y a une mention sur une succession, et puis bah, ça peut être que lui, donc ça doit être lui. Oui, peut-être. Alors des fois c'est prouvé, hein, des fois on a des preuves irréfutables, mais pas toujours. Et comme les gens ils aiment bien collectionner les ancêtres, bah, il y en a beaucoup qui disent c'est bon, je le mets, ça m'en fait 2 de plus, et puis voilà. Alors on a discuté avec Marie-Thérèse aussi, justement, des fois on fait des erreurs, parce qu'on copie sans avoir de preuves, voilà, c'est tout faux après ça. Voilà. Donc, mais ceci dit, nous on connaît quelques personnes, des fanas de paléographie, alors eux ils lisent des documents de 1600 comme on lit le journal, c'est vrai, il y en a, effectivement, c'est assez impressionnant. Hein. Là, moi je suis très en admiration, je dois dire, c'est pas ma spécialité. Et donc, voilà, ça c'est la généalogie ascendante. Deuxième point, les cousins. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là ici, c'est que quand on fait son arbre, au bout d'un moment, quand on est monté suffisamment haut, on se dit, mais finalement, mon arbre, c'est aussi l'arbre de plein d'autres personnes, ça serait bien de le faire partager, voilà. Et donc, pour faire ça, on se lance dans la généalogie descendante. Alors, c'est quoi la généalogie descendante? Ben, c'est ici. Ici, juste pour vous situer, maintenant je vous ai expliqué les numéros. Hein. Donc, si vous avez bien suivi, mon ancêtre bonnet de Saint-Étienne, disons de Gramont et Saint-Éan, c'est le 14. C'est le père de ma grand-mère maternelle. C'est le 14. Donc, si vous avez bien compris, son père, c'est le 28, c'est celui de Gramont, Jean-Antoine Bonnet, et sa femme, c'est la 29. C'est celle de Saint-Éan. Le père du 28, c'est le 56, de Gramont. La mère, c'est la 57, de Gramont. 58 et 59, de Saint-Éan. On remonte d'un cran. 112, 113, 114, 115. Les parents du 57. Ça va? Tout le monde suit? Très bien. 112, 114. 114, c'est le monsieur qui est tout au centre de la roue là-bas. La roue de gauche. C'est le 114. C'est donc c'est plus un bonnet, évidemment, puisque c'est la mère. La mère, c'était une rivoire, donc c'est rivoire. C'est un rivoire qui s'est marié avec une bonnier. Voilà, c'est ce couple-là, en fait. 114-115, ils sont au centre de la roue de gauche. 112, c'est le couple 112-113, c'est ceux qui sont au centre de la roue de droite. Alors, c'est là où c'est un petit peu les hasards des recherches. Quand j'ai commencé ces recherches ici, si vous voulez, moi, mon objectif, on se fixe des fois des objectifs. Mon objectif, c'est d'avoir tous les descendants de mes ancêtres qui se situent à ce niveau-là. Autrement dit, ça veut dire du 64, extrême haut à gauche, du côté de mon père, jusqu'au 127, hein, c'est comme en informatique, c'est binaire. Donc, jusqu'au 127, du côté de la mère, de la mère, de la mère, de ma mère, etc. Donc, ça fait du monde. Ça fait du monde, parce que dès comme ça, vous en avez 32 couples. Donc, 32 roues comme ça. Vous en avez 2 sur les 32, là. Dans la région, moi, j'en ai 4. Donc, puisque, si vous avez bien suivi, on parle de lui. Donc, c'est 1/8.
un huitième, donc j'ai 4 roues comme ça. Sur les 32, j'en ai 4. Bon, là, vous en voyez 2. Les 2 autres, il y a du boulot. Je n'ai pas encore fait. Côté Meillet, Saint-Éan, voilà, ça reste à faire. Alors pourquoi alors, vous voyez déjà une grande différence entre ces 2 roues, quoi, parce que c'est 2 personnes, les couples du centre, quand on est à ce niveau-là, ce sont des gens qui vivaient, en gros, autour de la Révolution. Ils sont nés avant la Révolution, ils sont morts sous Napoléon, plus ou moins, à peu près cette période-là. Donc, vous voyez la différence entre les 2 roues, hein. Comme on dit, il n'y a pas photo. Hein. La roue de gauche, elle est immense, celle de droite, elle est normale. Pourquoi? C'est un peu le hasard. Hein. C'est des grandes familles qui ont généré elles-mêmes de grandes familles. Ça, c'est un phénomène très courant, très récurrent. Donc, on reproduit les schémas familiaux. Vous avez des filles mères, par exemple, on le voit très bien dans les recherches. Un enfant, une fille qui n'a pas de père, comme par hasard, elle va générer un enfant sans avoir de père, qui peut-être va à son tour, si c'est une fille, de nouveau être fille-mère. Il y a des genres de reproduction de schémas familiaux qu'on finit par observer quand on a beaucoup de monde. Et voilà, il y a quand même une tendance à... Et puis les familles petites génèrent des familles petites. C'est aussi un phénomène. Donc voilà, je ne sais pas, en tout cas, ce qui fait que, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore trop habitués dans les roues, donc, sur celle de gauche, donc, qui contient une bonne majorité des personnes qui sont là aujourd'hui, les personnes en bleu sont celles dont j'ai le mail. Donc, autrement dit, voilà, on les connaît, on envoie des messages. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, donc c'est bien, on a un peu des correspondants un petit peu partout. Les personnes en violet sont les morts pour la France. C'était un petit peu pour donner un peu une idée du nombre de jeunes qui sont donc décédés à la guerre 14. Il y en a quand même énormément, j'en ai à peu près 200 dans mon arbre, quand même. Bon, il y a quand même 72 000 personnes, mais quand même, c'est quand même du monde, ça fait du monde. En jaune, ce sont les nouveaux arrivants. Donc en jaune clair, ce sont les personnes qui ont été modifiées, on a rajouté une info, et puis en jaune vif, ce sont les personnes qui ont rejoint l'arbre depuis le mois de janvier où j'avais envoyé la première roue. C'était pour donner un petit peu une idée. Et puis alors, il y a des personnes en gris, mais là on ne les voit pas très bien de loin. Les personnes en gris, c'est là où il y a encore le travail à faire. La roue est évidemment pas complète. Vous avez des personnes, c'est comme on a dit tout à l'heure, perdu de vue, on a leur naissance, on n'a pas le décès, ou bien on a le mariage, mais on n'a trouvé aucun enfant. Et on n'a pas trouvé le décès des parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont dû partir, après leur mariage, ils sont allés ailleurs. Ou, on va y revenir, qu'est-ce qu'on a comme outil pour retrouver les enfants de ce couple? Ils sont nés là, ils se sont mariés là, bon, après plus de traces. Comme on l'a dit, ils sont partis. Alors, on discutait avec Odile un peu hier soir, elle m'expliquait, moi je ne connais pas non plus toutes les particularités locales, que par exemple, des paysans dont on pense en général que les paysans ils sont sédentaires. A priori, ce n'est pas toujours vrai. Elle m'expliquait que les fermiers, donc tous les 9 ans, voilà, ils changeaient de ferme. Et changer de ferme, ça veut dire aussi souvent changer de commune. Alors ça peut être la commune d'à côté, hein, c'est pas, ils vont pas partir en Bretagne, hein, mais ça nous aide pas. Ça nous aide pas, ça nous titille un peu. On va voir un petit peu tout. Alors après vous allez dire, ouais, mais comment, quel village? On fait tous les villages? Alors, on va voir qu'on a quand même des outils. Voilà. La généalogie agnatique, voilà, ça c'est pour briller en société. Vous dites, moi je fais ma généalogie agnatique. C'est tout simplement la généalogie basée sur le nom. Voilà. Je cherche tous les bonnets. Alors voilà, je suis parti pour les bonnets, c'est pas un cadeau, parce qu'il y en a des bonnets. Hein. Alors, qui c'est qui fait la généalogie agnatique? Qui c'est qui fait la généalogie agnatique? Alors, moi je la fais par exemple pour les bonnets. Pourquoi? Ça m'intéresse parce que c'est le patronyme le nom de jeune fille de ma grand-mère. J'avais un lien particulier avec ma grand-mère. J'ai entendu parler de ce Claude Bonnet. Bon, ça m'intéresse. Donc voilà, je me suis lancé un peu dans ce projet bonnet. On est au début, hein, il y a encore à faire. Mais les gens qui font la généalogie agnatique, c'est souvent des gens qui ont la chance, la malchance, enfin ça dépend comment. En généalogie, on va dire plutôt la chance, d'avoir un patronyme très peu répandu. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Brognaud, du Jura, et Brognaud est un patronyme assez peu répandu. Il a réussi à
à relier tous les brognots de France à un seul et même ancêtre. Et il a créé une association brognots, et il se retrouve, comme on le fait ici, aujourd'hui, mais un petit peu dans un autre contexte, mais finalement c'est à peu près la même chose, sauf que lui, voilà, c'est généalogie agnatique. Tous les brognots, ils sont tous brognots. Alors après, le problème, c'est que les femmes sont exclues. Hein. On les tolère, brognots. Vous êtes les brognots, ça va. Ah, c'était votre grand-mère qui était une brogno. Bon, non, vous n'avez rien à faire ici. Non, je plaisante, je plaisante. Mais si vous voulez, lui, après, voilà, il ne suit plus les descendants. Hein, voilà. C'est pas très féministe, ça, mais voilà. Moi, je suis plus ouvert, je prends tout le monde. Mais ça se comprend, c'est une autre vision, voilà. Bon, puis la généalogie d'un village, je vous en ai parlé, donc c'est quand on a... Ben, ce qui se passe, qu'est-ce qui fait quand on fait la généalogie d'un village, c'est qu'on dit, ben oui, au bout d'un moment, je fais la généalogie descendante, et puis je vois que tous les gens, ils sont d'ici, ben alors plutôt que de chaque fois rechercher les registres, les actes, je vais me taper tous les registres, je vais les saisir, c'est du boulot, mais une fois que c'est fait, ben on fait en 3 clics, on a les... Alors on va voir que ça a été fait, et ça se fait de plus en plus pour dans beaucoup de communes. Voilà, donc ça c'est juste pour rappeler un petit peu ce que j'ai déjà dit. Voilà, tout ça on en a déjà parlé, l'histoire, la géographie. L'histoire c'est aussi la guerre de 14, c'est très à la mode en ce moment, puisque on est dans le centenaire. Vous avez des tas de gens qui se sont maintenant lancés, bon, les médias ont pris le relais, voilà, on va chercher, les monuments aux morts ont tous été photographiés, tous les monuments aux morts de France ont été photographiés, non seulement photographiés, mais on a saisi les noms, donc vous tapez un nom, puis vous savez sur quel monument il se trouve, enfin, des tas de choses comme ça qui font que la grande communauté de toutes ces personnes qui s'intéressent un peu au passé, ils mettent le résultat de leur recherche sur Internet, et voilà. Vous avez également les cimetières militaires, parce que si vous avez le monument aux morts, c'est bien, mais finalement, il est où alors, peut-être qu'il est nulle part, hein, parce que faut pas oublier qu'il y a eu quand même un nombre de morts assez incalculable, 1 million, je ne sais plus d'1 million. Ils n'ont pas tous de loin eu une tombe, mais quand même, il y en a qu'on a pu retrouver. Et comme vous savez, il y a tout un tas de cimetières militaires en France. Et il y a des gens qui se sont tapés tous les noms, ils ont tout saisi, et comme ça, si c'était le frère de mon arrière-grand-père, il est dans le cimetière, machin. Donc on peut y aller, on peut aller voir la croix blanche avec le nom. Voilà. Bon, la psychologie, alors ça c'est aussi un peu nouveau. Alors bon, les avis sont partagés, mais il y en a qui s'intéressent. Il y a la psychogénéalogie, c'est une discipline aujourd'hui. La psychogénéalogie, elle vise un petit peu à comprendre le fonctionnement des personnes en fonction de leur famille, parce que qu'on le veuille ou non, on est marqué par ses parents, on est marqué par ses grands-parents, et ça influence notre façon d'être. Je voulais vous montrer à ce sujet un petit message que j'ai reçu. Je vais le retrouver là. Voilà, il m'explique un petit peu. Ça m'a touché parce que voilà, il me disait, il me parle un petit peu de sa famille, merci pour le travail effectué. Quant à mon premier oncle, alors il ne savait rien en fait, lui il habite vers Montbéliard par là-bas. Il me raconte un petit peu, voilà, après il me dit voilà, il faut vous dire que dans la famille Basson il n'y avait pas de sociabilité. Mon père, ses 2 frères et sœurs se sont disputés pour le partage de l'héritage de leurs parents. Ah tiens, ça c'est très original, on en parlait encore ce matin. Combien de familles ont été cassées par ça? Donc voilà, ça c'est standard. Moi j'ai au téléphone, ah oui, on ne parle plus. Ah oui, sans doute une histoire d'héritage. Ben oui. Ah, ouais. Voilà, donc ça, rien de très original. Et donc il explique un petit peu, et puis il se plaint de son père. Il y en a beaucoup qui se plaignent aussi de leurs parents. Voilà, Johannes Basson fut mon géniteur, mais pas mon père au sens humain. Il a vécu en solitaire dans la famille qu'il avait fondée. Je n'ai jamais lu dans son regard de signe d'affection, c'est ma mère qui a, etc. Voilà. Bon, on reçoit de temps en temps des messages comme ça. C'est là où je dis, voilà, justement, oui, on a des problèmes, on n'est pas bien. On est aussi ce que notre famille nous a donné. Alors heureusement, on n'est pas non plus prisonnier de ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la partie informatique et puis tout ce qu'aujourd'hui on a comme outil pour faciliter nos recherches. Ce qui rend les recherches 10 fois plus rapides ou 100 fois plus rapides
qu'elles étaient dans le passé. Et ce qui met également la généalogie à la portée du plus grand nombre. Voilà. Alors d'abord, on a des logiciels puissants qui nous permettent d'une part de tirer des posters comme ça, mais également de retrouver très facilement une personne. Vous imaginez, moi j'ai vu des vieilles dames là, qui avaient fait des généalogies papier, c'est dur hein, pour trouver la page. Bon. Alors, donc ça, c'est évidemment la base. Alors, il y a plusieurs logiciels qui se partagent le marché. Voilà, moi, j'en ai utilisé un. On regardera tout à l'heure quand on va monter dans l'arbre. L'état civil en ligne. Alors, l'état civil en ligne, c'est tout simplement que vous n'avez plus besoin d'aller à la mairie. Voilà, je vous montre ici, par exemple, la Loire. Voilà, ça, c'est le site des archives de la Loire. Voilà, on va rechercher un acte. Voilà, donc là, toutes les communes de la Loire, et ça vaut pour toute la France. Hein. Bon, il y a des départements un peu retardataires, le Jura en fait partie, eux, ils ont ça depuis un an ou deux, alors que la communauté a fait pression parce qu'on trouvait ça scandaleux que ce soit toujours pas fait, mais la Loire, ils l'ont depuis certainement beaucoup plus longtemps. Voilà, allons-y pour Gramont, par exemple, village à l'odeur, on prend Gramont. Voilà, on prend Gramont, on veut quoi? On veut un acte de naissance. Ok, on veut un acte de naissance. Quelle date? On ne sait pas. Allez, affiche-moi toutes les dates. Et puis, allez, je prends au hasard. Hein. Voilà, j'ai pris 1806, je crois, quelque chose comme ça. On va tourner un petit peu, il y a quand même pas mal de photos à charger. Et voilà. Voilà le premier acte d'état civil. Alors ensuite, on va se balader. Hein. Au lieu de feuilleter un registre, on change le numéro de la page ici. On attend que ça se charge. Bon, alors, évidemment, la projection ne rend pas la réalité. Hein. C'est beaucoup plus lisible. N'ayez pas peur. Hein. Là, on ne voit rien, mais quand même, je vous assure, on peut très bien le lire. Voilà, donc vous avez accès aux archives de toute la France, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, ça change quand même la vie du généalogiste. Mais vous allez me dire, oui, mais alors il faut se taper tous ces actes. Bon, c'est quand même du boulot, hein, il faut aller chercher. Oula. Alors, oui, mais il y en a qui l'ont déjà fait pour vous. C'est-à-dire que Gramont, ça fait partie des communes chanceuses, comme il y en a quand même un certain nombre, mais c'est loin d'être la majorité des communes de France, hein, qui ont fait l'objet d'un travail de la part de généalogistes, à savoir, ils se sont tapés tous les registres et ils ont tout saisi et ils ont mis ça en ligne. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ça donne ça. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec Gramont à aller chercher tous les actes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site Généagier, dont Jacques, qui est je sais pas où, est un des auteurs, le serveur est chez lui, hein, si jamais. Le serveur de Généalogie, il est chez lui, dans sa buanderie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez beaucoup de choses. On n'a pas le temps de faire le tour complet, mais on va reprendre Gramont, puisqu'on était sur Gramont. Donc, on va aller dans relevé d'état civil. Voilà, on va aller dans relevé d'état civil. Il y a une partie des villages sur le Rhône et une partie des villages sur la Loire. Et la Loire, il y a Gramont. Alors, vous voyez, je vous laisse un peu regarder tous les villages qui ont été déjà répertoriés. Alors, vous pouvez voir si votre village y est. Saint-Médard, il y est. Saint-Médard est ici, en haut, là. Voilà, c'est les villages de la zone, en gros, hein, la vallée du Gé. Alors là, si on a la chance d'avoir ses ancêtres sur un de ces villages, c'est facile, parce que je vais reprendre Gramont. Je vais dire, je cherche alphabétique, commençant par B, puisque Bonnet, et je dis envoyer. Voilà, et là, je cherche les naissances de Bonnet. Alors voilà les naissances de Gramont qui ont déjà été saisies par des personnes. Ah oui, ça vaut le coup. Hein. Là, ça donne envie de faire de la généalogie. Je sens que là, le virus est en train d'atteindre
Voilà, alors on est sur les Bernes, alors on va descendre un peu. On va descendre un petit peu. Berne, Blanchard, et voilà les bonnets. Voilà. Alors, évidemment, les bonnets, il y en a pas mal à Grandmont. Hein. Voilà, ils sont tous classés par ordre alphabétique, parce qu'on a cherché par nom. On aurait pu chercher par date aussi, hein, mais bon, voilà. Alors voilà, vous les avez tous ici. Voilà, par exemple. Alors, j'en prends un au hasard, hein, on va pas passer du temps. C'est juste pour montrer. Alors, si vous voulez, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, Benoît Bonnet, il est le fils de Jean-Claude et de Claudine Philomène Perret. Voilà. C'est ça qui m'intéresse dans un acte de naissance. Bon, après, si on veut savoir plus, on ira chercher des témoins, des choses comme ça. Mais si vous voulez, voilà, le dépouillement a été fait. Moi, je l'ai fait de façon personnelle pour le village de Buvilly. Ici, c'est une association qui l'a fait pour carrément un paquet de villages. Donc, c'est un travail énorme qui est là derrière. Il faut quand même l'apprécier à sa juste valeur. C'est énormément de travail. Mais évidemment, après, une fois qu'on a ça, les personnes qui font leur arbre, elles vont piocher là-dedans. Et puis, elles vont faire leur arbre. Et après, on a la troisième étape. La troisième étape, c'est, oui, moi je travaille sur les bonnets. Ouais, vous m'avez montré, rechercher les actes sur le site des archives, c'est pas terrible. Ça, c'est mieux. Mais est-ce qu'il y a mieux? Oui. Il faut signaler qu'à la dernière colonne, il y a le numéro de la photo. Ah oui, merci. Voilà, oui. Voilà. Exact. Quelle photo? Eh bien là, voilà la photo. Ah ouais, merci. Hein. Je suis pas un très grand utilisateur de généalogie. Paul, Louis, oui. Et donc là, vous avez l'acte. Comme ça, vous avez la preuve. Hein. Ouais, c'est super. Donc, vous voyez le travail. Je suis générateur, je suis acteur. Ouais, voilà. Et on est payé grassement. Oui. Avec ça, vous devenez millionnaire. Hein. Voilà, alors, merci Paul pour cette intervention, parce que finalement, si on dit, moi je travaille sur les bonnets de Grammont, j'ai vu que je pouvais chercher un acte, j'ai vu que je pouvais déjà le retrouver sur GDAJ, il était déjà dépouillé. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, puis je vais dire, mais est-ce que déjà des personnes ont fait des arbres généalogiques en lien avec les bonnets de Grammont? Donc pour ça, je vais utiliser un site, un portail, on appelle ça un portail aujourd'hui, ça s'appelle Généanet. C'est quasiment, c'est pas le seul, mais on va dire que c'est quand même un des leaders. Et puis bon, comme moi je suis un utilisateur un peu chevronné, je paye une cotisation de 50 € par an et j'ai l'accès premium. Alors on a des critères de recherche plus élargis, à savoir que sinon n'importe qui peut aller gratuitement faire des recherches. L'accès premium vous donne la possibilité de chercher, par exemple, un couple. Autrement dit, vous allez chercher Bonnet. Voilà. Alors, on peut mettre un couple, ou alors on va mettre Grammont ici. Voilà, je cherche tous les arbres où il y a des bonnets de Grammont. Alors, je peux vous dire qu'il y a du monde. Voilà, il a trouvé 559 résultats. On ne voit pas très bien à l'écran. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il me sort en fait tous les extraits d'arbres où il y a des personnes des bonnets de Grammont. Alors, c'est dommage, on n'arrive pas bien à voir. Mais là c'est Pabla, donc c'est Paul Blanchard. Et puis un peu plus bas, c'est moi. Donc voilà, on est tous les deux là-dessus. C'est normal, on a mis nos arbres. Alors, je prends Pabla, voilà. Au hasard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur son arbre. C'est vraiment dommage que la qualité de l'écran soit un peu... Mais voilà, vous voyez tout en haut Pabla, on pensait que c'est lui. Voilà, on le retrouve quasiment chaque fois qu'on fait des recherches dans la zone. Mais maintenant, ça commence à apparaître aussi un petit peu derrière. Pas fort. Et donc, voilà, on a la date, Benoît, Bonnet, et puis on a tout l'arbre qui est là, quoi. Donc après, voilà, évidemment, il a pu récupérer ces infos comme il n'était pas sur place par les sites dont j'ai parlé précédemment. Et puis, voilà, après on complète. Alors, c'est toujours la même chose quand on est sur des arbres comme ça.
il faut être vigilant parce que il y a des personnes de référence dont on sait qu'elles ont vérifié leurs données, etc. Et puis, comme toujours, il y a les copieurs, et puis il y a les copieurs interprétateurs aussi, donc ils mettent comme ci, comme ça, et puis des fois les informations sont fausses. Donc, c'est le conseil qu'on donne à tout un chacun de vérifier ses sources et d'être certain d'être sûr de l'information. Voilà, donc tout ça pour nous revenir un petit peu sur ces ressources. Donc l'état civil en ligne, on a vu. Base de données gigantesques en ligne, on a vu Généagier pour la région, bien sûr, mais vous avez des équivalents dans d'autres régions. Tout dépend un peu de la motivation et de la force des sociétés généalogiques locales, qui est très variable. Mémoire des hommes. Alors, mémoire des hommes, c'est assez sympathique. Pardon ? Vous allez aller sur Google, votre meilleur ami. Vous allez taper, relever, voilà. C'est la meilleure façon de faire. Alors, on les trouve. C'est quand même bien répertorié. On les trouve. Mémoire des hommes, c'est un site de l'État. C'est un site de l'État, plus spécialement du ministère de la Défense, qui a entrepris de mettre en ligne toutes les fiches des soldats qui sont morts pour la France. On ne voit pas grand-chose. Bon, on va donner son nom. Alors, quand est-ce qu'on utilise ça ? C'est un peu triste à dire, mais on parlait des perdus de vue tout à l'heure. Vous avez une personne qui est née aux alentours de 1890, elle ne s'est pas mariée, on ne trouve pas son décès dans la commune, et c'est un homme. Vous allez voir ici. Et 2 fois sur 3, il est là. En fait, il est mort célibataire, tué pendant la guerre. Et donc, voilà, vous êtes bien content, parce que maintenant, vous savez ce qu'il est devenu. Voilà. Alors, c'est très utile. Je ne sais pas s'il y a un nom qui vous vient en tête, là, de monument aux morts. Dites-moi un nom, on va le trouver. Je ne sais pas, sur Grandmont. Grange. Non, il n'y a pas de bonnet à Grandmont, j'ai regardé hier. Grange. Et puis, vous avez un prénom ? François. Voilà. Grange François. Et puis, il était de quel de la Loire. Hein, donc, voilà. Alors, on va regarder. Donc, on met le département, hein, quand même, parce que... voilà, Loire. Voilà. Bon, Grange est un nom assez répandu, il risque d'y en avoir plusieurs. Alors voilà, il y en a 2 en fait. Il y en a un de 88 et un de 93. Je ne sais pas si vous savez de quelle année il était né. 93, on tente, on verra bien, c'est égal. Voilà, donc on va visualiser sa fiche. Voilà. Ça grandit un peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Non, lui, il était né à Chazelles. Pas lui, alors. Si, c'est ça, voilà. Donc, Grange François, soldat de 2e classe, corps, 16e régiment d'infanterie, etc. Et on sait où il est mort, en plus. Puis dans quelles conditions. Des fois, il est mort tué à l'ennemi, mort de ses blessures, etc. Voilà. Ah oui, tout à fait. Il est né à Chazelles, acte transcrit le 5 juin 1915 à Bellegarde. Voilà. Alors là, si vous voulez, on n'aurait même pas eu besoin de ça parce que finalement, on a une transcription de l'acte de décès dans les registres de la commune, donc ça va, on le retrouve. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, quand on parlait de la généalogie et puis des ressources, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, alors attendez. Si ça se trouve, je vérifie qu'il est sur mon arbre. Voilà, ici, voilà. Alors, ça, c'est mon monument aux morts virtuel. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 200 personnes de mon arbre qui étaient mortes pour la France. Vous le voyez, c'est le 3e en partant du haut, il y est dessus. Il y est. Grange François, né le 15 août 1893 à Chazelles,
mort le 4 mars 1915 à Roy-sur-Matz. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien de faire ça, comme ça. Alors, moi je suis allé un petit peu plus loin, parce que c'est une des choses assez sympathiques que nous proposent maintenant les sites, c'est la géolocalisation. Voilà, ce que vous voyez, c'est une carte d'Europe, et chaque petit symbole représente un mort pour la France. Évidemment, grande concentration dans la zone qu'on connaît, quoi. Je veux dire, la Somme, la Marne, etc. On va zoomer quand même un peu pour donner un peu une idée. Voilà, donc là, vous voyez un peu, ils sont tous... Parce que c'est tout à fait possible, c'est gratuit, hein. Vous allez sur Google, il y a Google Maps, vous lui donnez un fichier, genre fichier Excel avec les lieux, il faut que les lieux soient correctement écrits, parce qu'il va les chercher dans sa base de données, et ensuite, chaque lieu a une coordonnée, évidemment, et il est capable de les localiser sur une carte. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y en a qui utilisent ça pour plein d'autres choses, évidemment, hein. Les endroits où ils sont allés en vacances, tout ce qu'on veut. Voilà. Moi, je l'ai utilisé ici pour localiser plus ou moins les lieux de décès de nos poilus morts pour la France. Voilà. Donc, là, ça commence à être un peu plus précis. Voilà. Évidemment, il y en a plusieurs autour de Verdun, c'est normal. Voilà. Là, on est dans la zone de Verdun. Enfin, vous n'arrivez pas bien à voir, mais voilà. Donc, je clique sur un au hasard. Je clique sur une des flèches et puis j'ai le nom du poilu qui est décédé. Voilà. Donc ça c'est bien pour donner un peu pour présenter les données. Hein. On est dans le domaine de la présentation des résultats des recherches. Parce que bon, ça c'est bien, mais ok, mais c'est où Salmonieux, c'est où Bar-le-Duc, c'est où Cernay. Voilà. Géographie. Voilà. On a les cartes maintenant. On a les cartes en ligne et on situe les personnes sur ces cartes. Voilà. Donc, on revient un petit peu à nos moutons ici. Voilà, donc ce que j'ai indiqué ici. Alors, dans les trucs un peu amusants, maintenant, on a vous avez peut-être un peu entendu parler dans les médias, ce qu'on appelle le big data. Le big data, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des masses gigantesques d'informations numérisées dans le domaine médical, dans le domaine fiscal, dans le domaine, enfin tout ce qu'on veut. Et à partir de là, vous avez des robots, on peut appeler ça un peu d'intelligence artificielle, qui vont brasser ces données, et qui, bon, ça c'est beaucoup dans le domaine commercial, hein, quand vous allez faire vos achats avec votre carte de fidélité, c'est bien évident que tout ce que vous avez acheté, on a votre profil, on sait ce que vous achetez, et puis bien sûr, le but c'est de faire de la publicité ciblée, et de plus en plus ciblée. Et on n'échappe pas à cela, nous, généalogistes. Je reçois des pubs pour acheter des livres d'histoire du forêt. Voilà, parce qu'on a vu. Ils sont allés voir sur Généanet. Ils voient que je me balade pas mal par là. Hop, ils m'envoient, il y a un nouveau livre qui est sorti. Bon, finalement, c'est sympa. Comme ça, on sait qu'il y a un livre qui est sorti sur l'histoire de Saint-Médard. Et voilà, 10 €. Voilà, c'est ciblé. Lui, ça va l'intéresser. Alors, ça, vous savez... beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine, pas toujours des choses très très louables, on va dire, mais bon, essayons de voir le côté positif. Alors, vous imaginez qu'il y a des gens qui se sont intéressés aux arbres généalogiques des personnes célèbres, président de la République, des acteurs, des vedettes, voilà. Alors, tout ça, Johnny, bien sûr, évidemment, logique. D'où la question, est-ce que je suis parent avec Johnny ? Ah, ça c'est marrant quand même. Non, mais rigolez pas. Alors, je suis allé sur Généanet. Donc, Généanet, le site Généanet qui fait des croisements comme ça. Là, je suis pas parent avec Johnny, mais je suis parent avec Mylène Farmer. Mais sans doute que vous aussi, vous avez aussi dans votre arbre, enfin, de toute façon, tous ceux qui font de la généalogie à un niveau un peu avancé ici, ils sont parents avec des personnalités. Je suis même parent avec d'autres personnes plus ou moins célèbres, des sénateurs, des choses comme ça. De toute façon, c'est en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Tout le monde est cousin parce que l'implex, parce que voilà. Alors bon, la parenté avec Mylène Farmer, c'est en fait en l'occurrence du côté d'Orgon, donc voilà, parce qu'elle a eu une arrière-grand-mère de son arrière-grand-mère qui est née à Orgon. Voilà. Voilà.
Ben, c'est le hasard, hein, mais au final, il n'y a plus de hasard. La probabilité statistique pour qu'une personne célèbre soit parente avec vous, elle n'est pas nulle, elle existe. Voilà. Donc voilà, ensuite, dans le futur, ben, il y a tout ce qui tourne autour de l'ADN. Alors ça aussi, c'est un sujet parce que, comme on dit souvent, on fait de la généalogie à partir de quoi? Ben, à partir des registres, évidemment. Mais est-ce que les registres disent la vérité? Ben, normalement, oui. Mais qui nous dit que, en fait, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, son père, c'était bien lui. Sa mère, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que son père, c'était bien lui? Ben, on espère. Alors, il y en a qui disent que, enfin, moi, j'ai entendu dire, vous savez, il faut compter au moins 20% d'erreurs. Ça me paraît quand même un peu gros, mais en tout cas, 100% de justesse, c'est pas garanti non plus. Voilà. Donc tout ça pour dire que on fait de la généalogie administrative. On espère qu'en gros, elle correspond à la réalité physiologique. Voilà. Alors bon, les choses pourront peut-être évoluer maintenant avec les progrès qui se font dans ce domaine. Alors quelques informations quand même sur notre source de base. Notre source de base, c'est l'état civil. Alors l'état civil, en France, on est quand même assez bien servi, il faut quand même le dire. On a un état civil de qualité qui existe depuis la Révolution. Depuis la Révolution, on a des registres très bien tenus, facilement lisibles, et surtout avec des tables décennales qui nous permettent de retrouver les actes. Également, l'état civil est fait en 2 exemplaires. Vous ne savez peut-être pas tous, mais il y a un exemplaire qui reste à la mairie, un exemplaire qui va au greffe. Et une fois que le délai de communicabilité est atteint, à ce moment-là, il passe aux archives et c'est du domaine public. Donc cet état civil, comme je vous le disais tout à l'heure, il est accessible en ligne pour quasiment toutes les communes maintenant. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a fait un petit test avec Ramon. Voilà. L'état civil est public à partir de 75 ans. Alors là, on a discuté l'autre jour, là, parce que 75 ans, ça nous amène à 1942, 43. Il y a des personnes ici qui sont nées avant 1943, et donc ça voudrait dire que leur acte de naissance est en ligne. C'est pas toujours souhaitable. Alors c'est pas tout à fait vrai pour les actes de naissance, parce qu'il y a les marges. Donc par exemple, pour Saint-Étienne, là, qui a mis en ligne, ils vont jusqu'en 1915 ou 16. Parce qu'on part du principe que la marge de mariage, ça va tomber dans les années 40. Donc voilà. Alors tout ça, c'est l'état civil. Et puis bien sûr, les fameuses marches, les mentions marginales à partir du XXe siècle, qui font que la personne qui est née en 1880, on va vous indiquer en marche qu'elle s'est mariée en 1905 à Saint-Médard. Alors qu'elle était née à Bellegarde. Ça, on est bien content d'apprendre qu'elle s'est mariée ailleurs. Donc ça, la mention marginale, c'est quelque chose de très précieux, mais qui n'existe malheureusement pas au XIXe siècle. C'est pour ça qu'on a ces fameux perdus de vue, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors ça, c'est à partir de la Révolution, l'état civil, et puis avant, comme vous le savez, alors d'abord, voilà un petit exemple. Voilà un exemple d'acte d'état civil de 1824, autrement dit, c'est le décès de la personne au centre de la roue de gauche. C'est donc Jean Rivoire. Voilà, il est décédé en 1824. Voilà, bon, un acte quand même assez lisible, même pour quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué. Et puis, c'est toujours les mêmes formules, donc on va facilement s'y retrouver. Alors, avant, c'est les registres paroissiaux. Les registres paroissiaux étaient bien sûr tenus par les curés, également en double, par sécurité, parce que les incendies, les guerres, etc., on mettait une copie ailleurs. Et puis, en théorie, l'état civil religieux, alors autrement dit les registres paroissiaux, ils ont été décidés par François Ier, par l'édit de Villers-Cotterêts, autrement dit en 1500 et quelques. Donc c'est l'édit de Villers-Cotterêts, c'est un peu l'acte de naissance de la généalogie quelque part, parce qu'à partir de là, les curés sont tenus d'enregistrer sur des registres les naissances, pas les naissances, les baptêmes, les bénédictions nuptiales, comme on les appelle, et les sépultures. Alors, entre la décision prise à Paris par François Ier et son application à Saint-Médard, par exemple, il s'est bien écoulé pas loin d'un siècle. Je dis Saint-Médard, n'importe quelle commune. Hein. Vous savez, on décide à Paris, et puis bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que même si la
la décision a été prise en 1500 et quelques, ce n'est qu'à partir de 1600 et quelques que les curés font leur travail correctement partout, dans toutes les paroisses, et mettent à jour ces registres. Alors après, malheureusement, il y a la sacristie humide, il y a la guerre, le feu, et les rats, exact. Donc, voilà. Après, ça dépend d'où sont vos ancêtres. S'ils sont de la commune qui a été épargnée, tant mieux pour vous, sinon, tant pis. Par exemple, je reprends le cas du Jura de tout à l'heure, la guerre de 10 ans, elle a malheureusement détruit aussi beaucoup de registres. On remonte dans le Jura, pas aussi loin que ici, par exemple. C'est comme ça. Sans parler de l'incendie de la mairie de Paris lors de la Commune. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas certains en ont certainement entendu parler. On est en 1870, et les communards donc envahissent Paris et mettent le feu à l'hôtel de ville. Et les registres sont brûlés et il n'y a pas de double. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors après il y a eu ce qu'on appelle la reconstitution des états civils parisiens. Et voilà, on est en 1870, c'est récent. Ça arrive. Voilà. Alors, et puis le gros problème des registres paroissiaux, c'est qu'il n'y a pas de table. Donc, on doit se taper les pages les unes après les autres. Mais encore une fois, des personnes l'ont fait pour vous, comme on l'a vu tout à l'heure, dans certaines communes. Voilà, des fois il y a des trous, des fois il y a des pages arrachées, des fois il y a la période 1680 à 1685, on n'a pas d'acte. Mais avant on a, mais après on a aussi, mais on a un trou. Voilà. Alors avant, qu'est-ce qu'on fait avant? On s'arrête? Non, non, c'est certainement pas. Les généalogistes sont des gens têtus, donc on va voir qu'on peut aller encore plus loin quand même. Alors là, je vous donne un exemple de l'acte de mariage du même Jean Rivoire, là, qui est au centre de la route gauche. Alors, il est mort en 1824, mais il s'est marié en 1769. Il s'est marié l'année de la naissance de Napoléon, pour donner un peu une idée. Donc on est dans le domaine des registres paroissiaux. Vous avez à gauche MAR, mariage, on sait que c'est un mariage. Voilà, et puis bon, c'est quand même encore bien lisible. Jean Rivoire, laboureur, habitant du lieu de, je sais plus quoi, de cette paroisse, fils légitime de défunt Pierre Rivoire. Ah, une information intéressante, donc son père était mort lors du mariage. Donc je vais chercher le décès de son père avant 1769, je le note. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est quand même encore bien lisible. Après, tout dépend des prêtres. Il y a des curés qui savent pas très bien écrire, et il y en a qui savent très bien écrire. Ça dépend. Voilà, il y a sa signature en bas. Voilà, c'est sur 2 pages. Voilà. Ah oui, alors oui, ça on peut en dire un mot aussi. Effectivement, comme vous le savez, pendant la Révolution, on est dans un autre calendrier. Donc, les gens ont eu du mal à s'habituer à ce calendrier. Donc des fois, vous voyez marqué né le 2 germinal en 5, entre parenthèses, nouveau style, STIL, style, nouveau style, et puis ils convertissent, ils mettent la date ancien style. Donc ils mettent les 2 dates. Bon, ça, on s'habitue, on a un petit convertisseur, on sait que voilà, telle date correspond à telle date dans le calendrier grégorien. Mais effectivement, c'est un petit problème en plus. Ah oui, et puis un petit problème aussi, c'est que les révolutionnaires, ils avaient décidé que les mariages ne se feraient pas dans les villages comme avant, mais dans le chef-lieu de canton. Alors ça, c'est un truc, on l'apprend, voilà, ça fait partie des petits pièges. Ah, mais je trouve pas son mariage, je comprends pas, ils sont nés là, ils sont morts là, ils ont eu des enfants là, mais ils n'ont pas pu se marier ailleurs. Ben oui, ils se sont mariés ailleurs, parce que les révolutionnaires avaient décidé que les mariages ne se faisaient que dans le chef-lieu de canton. Alors, il faut trouver le chef-lieu du canton, et puis on va trouver le mariage. Alors, par exemple, chez vous, si on est dans la période révolutionnaire, le mariage, au lieu d'être à Saint-Médard, il est à Châtel, par exemple. Alors, tout d'un coup, ces communes-là ont encore plus de mariages que normal, parce que voilà, c'est comme ça. C'est des petites choses que, bon, on apprend, parce que on se fait. Alors voilà, là, je vous donne quelques exemples un peu de situations un peu spéciales, qui sont autant de motivation pour nous d'aller chercher les personnes. Alors les prisonniers, j'en ai quelques-uns. Alors après, on a accès aux archives à des registres d'écrou, donc on peut savoir pourquoi il a été en prison, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Les décapités, ils font l'objet, il y a un gars qui s'est passionné pour ça. Tous ceux qui ont été décapités sous la Révolution, il y a un site, voilà, vous allez chercher, si vous le trouvez, vous avez le jugement. Voilà.
il y en a beaucoup, bien sûr, mais enfin, ça concerne quand même à l'échelle du pays un nombre extrêmement restreint de personnes, rien à voir avec les morts pour la France de 14, hein, heureusement. Les décorés, alors la Légion d'honneur, donc il y a un site, Léonore, Légion d'honneur, donc vous allez rechercher sur un village tous les gens qui ont eu la Légion d'honneur, il faudra regarder. Je ne me suis pas encore penché là-dessus pour les villages du coin, mais il y en a certainement quelques-uns. Dans le village de Bubilly, là dans le Jura, il y avait une dizaine. En général, c'est des militaires qui se sont distingués, en général. Les adoptés, alors les adoptés, ça c'est un peu difficile parce que ceux-là, ils n'ont pas accès à tout leur arbre généalogique par définition. Donc ça c'est la quête de beaucoup de personnes, effectivement. J'ai été adopté. Donc, où sont mes racines? Ça c'est délicat. Les émigrés et les immigrés. Alors justement, on parlait avec quelques personnes là, juste avant le début de la séance. Moi, j'ai retrouvé par le biais d'une déclaration de succession un gars que dans le Jura, donc il était dans une de ces roues-là, si vous voulez, comme je vous ai expliqué, hein, il est ce niveau de parenté, donc le même niveau qu'on a ensemble, c'est-à-dire pas un niveau très proche, bien sûr, mais pas non plus si lointain, parce que bon, il y a toute une gradation. Et puis, perdu de vue. Je retrouve dans une déclaration de succession qu'il est parti au Canada et il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste le lieu. Finalement, j'ai pu retrouver donc, sa trace et il est décédé là-bas en 48, je crois. Et donc, par le biais, c'est tout un cheminement, j'ai fini par retrouver son petit-fils qui avait 75 ans en 2007. Il avait fait une grande fête pour ses 75 ans. Il nous a invités, c'était l'été, donc on est allé avec ma femme et mon fils, on est allé là-bas, on a fait connaissance avec la famille, c'était évidemment très sympa. On est arrivé avec des roues de ce style-là. Et puis voilà, donc un émigré. Alors après, on peut avoir des informations sur les bateaux qu'ils ont pris. On a beaucoup de sources. Tout a été numérisé. Beaucoup de choses ont été numérisées. Donc les bateaux qui partaient vers l'Amérique, dans les années 1900, il y a des sites pour ça. Vous allez chercher, vous allez trouver le nom. Vous avez le nom, vous allez trouver sur le bateau, etc. Donc, et après, de fil en aiguille, il faut un peu de persévérance. Il ne faut pas être pressé non plus. On arrive à retrouver les gens. Pareil pour les gens qui sont partis en Algérie. Là aussi, il y a des sites, puisque l'état civil était des Français en Algérie. Il ne faut quand même pas oublier que les Français étaient en Algérie pendant plus d'un siècle. Donc, tout l'état civil était géré là-bas. Les gens ils ont vécu là-bas. Donc, tout ça, il y a un site spécial pour l'outre-mer. On retrouve tous les actes. Voilà. Les militaires, les religieux, les forestiers, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les militaires, par exemple, je vous ai préparé on va le retrouver ici. Voilà. Alors, les dossiers des militaires de carrière. Il faut faire la différence entre le soldat de base et celui qui a été militaire de carrière. Le soldat de base, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a pour le soldat de base? On a quand même quelque chose. On a son registre matricule. Donc, le registre matricule, c'est une feuille. Il y a des registres pour ça. Tout homme, à l'âge de ses 20 ans, donc on dit, voilà, il est né en 1850, donc il est de la classe 1870. On va aller voir son registre matricule 1870, on va retrouver. Et puis, on va apprendre quelques petites choses. On ne va pas apprendre, on aura la couleur de ses yeux, sa taille, s'il est un peu demeuré, enfin je sais pas, ils mettent quelques mentions psychologiques, un peu des fois médicales. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. On a son décès, voilà, ça se limite à ça, mais c'est déjà pas mal. Ça nous permet déjà c'est une piste pour retrouver des personnes, voilà, on a un peu perdu de vue. Parce que, oui, après voilà, on peut avoir quelques infos, mais c'est tout ce qu'on a. Par contre, si on a la chance d'avoir un militaire gradé, qui a fait carrière, comme c'est le cas de ce fameux Claude Bonnet, donc mon arrière-grand-père, on peut demander son dossier. Alors le dossier, il est à Vincennes, il n'est pas encore, c'est pas en ligne, mais il y a l'entraide généalogique qui fonctionne. Vous avez un correspondant, il va faire le travail pour vous. Ça, il faut quand même souligner qu'il y a une très grande entraide généalogique sur Internet, basée sur le principe que je suis là, je suis sur place, j'ai du temps, je suis à la retraite ou peut-être au chômage,
je suis passionné, je fais ça pour vous, je vous fais les photos, je vous les envoie. Voilà, là il y a son incorporé au 1er régiment de hussards, etc. Le 11 novembre 1879, on nous raconte un peu toute sa vie. C'est assez rigolo parce que des fois ils sont punis, tout est marqué. Bon, lui il était bien comme il faut, mais j'en ai eu d'autres. Voilà, à tenter de faire le mur, ou je sais pas. Enfin, tout est marqué, tout est protocolé. Oui, c'est assez rigolo. Ouais, des fois, voilà. Donc, mais ça ne s'applique qu'aux militaires de carrière. Mais il y en a toujours de temps en temps, il y en a toujours quelques-uns. Voilà. L'émigration. Alors, je vous ai parlé pour le Canada. L'EMI ou l'IMI, ça dépend de quel côté on se place. On discutait avec Marie-Thérèse l'autre soir, juste pour vous dire, parce que finalement, je suis sûr que vous ne le savez pas, elle a dans un de ses... C'est un ancêtre, hein, le gars de Chypre, là. Ah, voilà, l'arrière-grand-père de son gendre, parce que Marie-Thérèse, elle fait aussi pour les gendres, elle ratisse toute la famille. Et donc, voilà, qui était chypriote, qui est venu en France. Donc, non, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, ouais, ce que tu me disais, c'est qu'ils étaient obligés d'abandonner la nation. Voilà, c'est ça. Donc, on ne pouvait avoir qu'une nationalité. Donc, c'était, voilà, vous mariez avec un chypriote. Ouais, merci. Ah, en France, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc la naturalisation, ça fonctionnait comme ça. Le but, c'était d'avoir plus de Français, si on veut, mais voilà, on n'acceptait pas. Si vous voulez, en gros, à l'époque, quitter son pays pour l'étranger, c'était un peu une trahison. Voilà, ça fait un soldat de moins potentiellement. Il y avait quand même ce côté patrie très, très marqué. Et ça, on le retrouve dans les documents. On le sait, hein, l'armée, l'Église étaient quand même les piliers de la société quand même, donc il y avait des choses qui étaient cadrées, très cadrées, et l'émigration en fait partie. Voilà, donc ça c'est où la généalogie rejoint un peu l'histoire. Voilà, donc justement, là je vous montre des choses dont on a déjà parlé. Hein. Donc les archives, vous savez qu'elles sont organisées par département. Bon, maintenant c'est en ligne, donc on clique sur un autre site. Hein, voilà. Mais il y a quand même de bonnes raisons d'aller faire un tour aux archives. Alors on y va en général pas au début quand on fait des recherches, parce que maintenant tout est en ligne. L'état civil est en ligne, on peut commencer tranquillement à la maison, un dimanche, gentiment, faire son art, regarder un peu ce qu'on trouve. Par contre, on va utiliser des archives parce que tout n'est pas numérisé encore. Ça vient, gentiment, mais si vous imaginiez le volume colossal des archives de la France, vous imaginez que c'est pas encore demain qu'on aura tout en ligne. Donc, on va sur place. Par exemple, les déclarations de succession. On va regarder tout à l'heure une déclaration de succession. C'est quoi une déclaration de succession? La personne est décédée. Elle est décédée, donc automatiquement, elle est enregistrée. L'enregistrement, c'est une histoire fiscale. On va enregistrer son décès, et puis les héritiers, et puis si succession il y a, elle sera notée. Alors, de deux choses l'une, soit la personne a un minimum de biens et on aura une déclaration de succession et on est content, soit la personne est très pauvre, indigente, c'est malheureusement souvent le cas, je dirais une fois sur 3, à ce moment-là, il y a certificat d'indigence et il n'y a pas de déclaration. Et on est déçu. Pourquoi? Parce que la déclaration de succession, elle va nous donner le nom de tous les enfants du défunt et l'endroit où ils habitent. C'est surtout ça qui nous intéresse. Parce que quand est-ce qu'on va pas faire ça dans un cas standard? On va faire ça dans le cas où on a un couple, on a le décès d'un des époux, et puis le couple a eu 4 enfants, mais il y en a 2, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont pas morts en bas âge, on n'a pas trouvé leur décès de mort en bas âge, ils ne se sont pas mariés dans le village, que sont-ils devenus? Et voilà. Et c'est là où la déclaration de succession va nous dire qu'ils sont dans le village à côté ou qu'ils sont ceci, cela. Là, on est content quand on trouve ça. Donc ça, il faut aller sur place. Alors quand même, les archives ont fait un effort. Les tables sont déjà en ligne. Ça veut dire que vous allez regarder sur la table
et vous allez pouvoir déjà retrouver la déclaration. Alors, je vous fais je vous montre un petit exemple. Ce que je vous montre ici, enfin ce que j'essaye de vous montrer, c'est une table d'une déclaration de succession où on voit, si vous voulez, le nombre des personnes. Donc, c'est par ordre alphabétique. Ce qu'il vous faut, c'est la date du décès. Vous connaissez la date du décès, vous connaissez le nom, prenez la bonne table, vous allez chercher, bonnet, machin, décédé tel jour, vous allez retrouver. Et puis, à droite, dans la partie droite, ici, il y a une colonne déclaration de succession. S'il y a quelque chose, c'est bon, vous avez tiré le bon numéro. Il y a une déclaration de succession et il y a la date de la déclaration de succession. Vous avez gagné. Avec ça, vous allez aller aux archives et voilà, chercher la déclaration de succession de telle date. En gros, 6 mois après le décès. La personne est décédée en janvier 1880, ben on va trouver plus ou moins en juin sa déclaration. Mais vous êtes d'accord que sans la table, ça serait très dur parce qu'il faudrait se taper tout le registre. Donc alors, on va voir la déclaration de succession. Là, je vous montre un peu. Ouais. Je vous montre un petit peu. J'avais exprès fait une photo du registre ouvert où on voit, si vous voulez, la façon dont on traite les registres. C'est-à-dire, dans les archives, ils sont quand même assez à cheval sur la façon dont on traite les registres. Vous avez 2 coussins à gauche, à droite, pour que le registre ne soit pas abîmé. Et voilà, c'est quand même des registres papier qui ne sont pas encore numérisés. Si on n'en prend pas soin, les générations qui suivent ne pourront pas en profiter. Donc voilà. Et puis, voilà. Donc, voilà. Alors, là, on arrive un tout petit peu à voir. C'est la déclaration elle-même du 16 juin 1884 de Raffard Catherine, etc. Et là, alors, vous voyez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les enfants. Ils sont tous mentionnés. Mariette, Demeurant, à Gramont, etc. Donc voilà. Ça, c'est là où on dit... Et puis alors, peut-être que l'enfant dont on cherchait, il n'est pas sur la déclaration de succession. Alors, s'il n'y est pas, ça veut dire qu'il est mort avant. Donc, ou le mystère demeure encore. Donc, mais on est sûr que là, le travail a été fait correctement. Tous les héritiers sont là. Si l'enfant dont on perd la trace n'est pas là, ben c'est qu'il était déjà décédé lorsque son père est mort. Donc, voilà. Donc ça, c'était les déclarations de succession, une source très utile lorsqu'on fait de la généalogie descendante. Voilà. Je vous ai parlé des registres matricules, je vous ai parlé des déclarations de succession, je ne vous ai pas parlé des recensements. Alors ça, je ne suis pas très spécialisé dans le domaine. J'ai pas beaucoup utilisé cette source-là, mais elle est quand même utile. Bon, les recensements, vous savez, hein, donc c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils existent. Je pense qu'ils ont commencé au début du 19e, dans les années 1840, par là, 1830. Donc là, ben, on a toutes les habitations qui sont recensées. Voilà, donc on sait qui habitait avec qui. Des registres qui ne sont pas numérisés. Donc il faut aller aux archives les chercher. Un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est la généalogie de la maison. Ça aussi, ça intéresse beaucoup de gens. Oui, j'habite la maison, c'est la maison de mes parents, de mes grands-parents. Bon, après, je ne sais plus. Alors, tiens, j'aimerais bien savoir quand est-ce que cette maison a été construite, quelle est la généalogie de ma maison, finalement. Alors là, vous avez accès au cadastre, donc, qui est instauré par Napoléon, mais il y avait déjà auparavant un genre de pré-cadastre qui existait du temps de l'Ancien Régime, on va dire. Et donc là, vous allez savoir toutes les différentes personnes qui ont vendu la maison, tout ça. Vous allez repérer la maison, bien sûr, sur un plan cadastral. Dans certains, je ne sais plus trop les départements, mais il y a des départements qui ont déjà mis ça en ligne. Et voilà, comme ça on cherche un petit peu, on sait en quelle main la maison est passée. Alors ça, c'était les archives. Alors les mairies, finalement, à quoi ça sert d'aller faire un tour à la mairie? Il y en a beaucoup qui vont dire, mais ça ne sert plus à rien puisque tout est en ligne. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire ça, parce que d'abord, j'aime beaucoup aller faire des petites balades dans les mairies. On a la chance ici d'avoir des mairies ouvertes le samedi. Ce n'est plus le cas dans le Jura depuis déjà plusieurs années. Donc le samedi matin, c'est terminé. Ici, vous pouvez aller à Chazelles. Vous pouvez aller il y a d'autres endroits. Voilà. D'ailleurs, je crois que il y a une Irène Bonnier là parmi nous. Hein. C'est ça? Il n'y a pas une Irène Bonnier? Elle est où? C'est où?
Voilà, c'est ça, c'est dans voilà. Alors c'est drôle parce que j'étais aux archives, j'étais à la mairie de Chazelles hier matin, et puis bon, là je fais quelques recherches, et puis à la fin je dis à la dame qu'on a organisé cette journée, puis elle me dit ah, mais moi je suis en contact avec vous m'avez envoyé un mail, bon, je lui demande comment elle s'appelle, puis elle me dit Irène Bonnier. Mais donc elle, en fait, elle est Bonnier par alliance. Son mari, c'est peut-être que les Bonnier ils connaissent finalement, parce que j'ai regardé sur l'arbre, elle est pas si lointain. C'est son mari, c'est Robert Bonnier qui est décédé. Voilà, vous voyez qui c'est. Voilà, il est décédé l'année dernière justement. Et puis elle m'a dit, je crois que ça fait juste un an en fait. Et puis voilà, je dis tiens voilà. Donc c'est la secrétaire de mairie enfin une, en tout cas, des secrétaires de mairie de Chazelles, elle est évidemment sur la roue comme tous ici. Voilà, donc c'est très bien d'aller dans les mairies parce qu'en général, dans les petits villages, les gens de la mairie, ils savent plus ou moins, voilà, vous avez entendu parler d'un tel, ah oui, ils étaient partis à Saint-Étienne, ou ils étaient, voilà. C'est la mémoire orale, ils vous donnent des infos que vous n'allez pas trouver dans les registres. Je parle de la période, évidemment, du XXe siècle. Donc c'est quand même assez irremplaçable. Il y a également les concessions des cimetières. Ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que qui est propriétaire de la tombe d'un tel, parce qu'a priori il a été enterré au village, et donc là on vous apprend que c'est le fils qui habite à Paris, voilà. Comme ça vous êtes en contact avec Et puis bien sûr il y a l'état civil du début du XXe siècle qui est public en vertu de la nouvelle loi de communicabilité des archives, mais qui n'est pas encore numérisé. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans les mairies pour le consulter. Donc, voilà. Et puis c'est aussi sympathique d'aller faire un tour au cimetière. Ça m'est même arrivé d'avoir des infos sur des plaques tombales. Pas très souvent bien sûr, mais voilà. Voilà. Je mentionne ici quelques pièges. Voilà, on ne trouve pas l'acte de naissance, voilà, alors que franchement, il devrait être né là. Bon, il y a des fois des petits détails que septembre, décembre, c'est écrit comme ça, c'est pas juillet, c'est pas octobre. Le classement pseudo-alphabétique dans les tables, c'est-à-dire que le classement, il est sur la première lettre. Hein. Vous cherchez un bonnet, vous voyez entre BE et BU. Et puis il n'y est pas, bon, mais en fait il est après le BU, parce que voilà, ils commencent tous par B, mais ils sont pas, c'est pas un classement comme dans le dictionnaire, c'est des petits détails. Ce qui est plus embêtant, c'est l'enfant naturel, parce que si vous voulez, sur son acte de mariage, il figure avec le nom X, mais il est né sous le nom Y, parce qu'en fait il est né Y, la mère s'appelle Y, il n'y a pas de père. Et puis après, il y a une reconnaissance, et il change de nom. Il prend le nom du père qui a donc reconnu l'enfant. Ça aussi, c'est un truc, il l'a reconnu. Est-ce qu'en fait, c'est son géniteur, peut-être? Dans certains cas, c'est quand même son géniteur. Là, il se marie après. Voilà. Aujourd'hui, c'est presque la norme. Hein. Ou alors, c'est pas son géniteur. Et puis, c'est un autre homme qui s'est marié, et puis il a reconnu l'enfant. Enfin, voilà. Il le prend. Donc, ça, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. Mais évidemment, il faut rechercher l'enfant sous le bon nom. Sinon, voilà, l'acte de décès qu'on ne trouve pas, j'en ai déjà parlé, c'est bien ça qui nous motive. Alors ça, justement, on en parlait avec Odile hier, c'est du fait que les gens bougent, du coup, ils n'ont pas forcément tous leurs enfants au village. Donc ça, c'est aussi un piège. Je l'ai rencontré plusieurs fois, et puis vous avez des gens des familles qui vous... Comment dire, ils cherchent un peu les difficultés. Ils ont le premier enfant à un endroit, le deuxième au même endroit, puis le troisième ailleurs. Et puis le quatrième de nouveau au même endroit. Autrement dit, le troisième enfant, il n'est pas né... Comment vous pouvez imaginer, quand vous avez le numéro 1, 2, 4 qui sont là, qu'il y a en fait un numéro 3 qui est né ailleurs. La seule chose qui va peut-être vous intriguer, c'est les années de naissance. Ils ont un enfant en 1880, un en 82, et puis après, le troisième, il en a en 90. Ah, ça fait beaucoup, 8 ans sans enfant. Ouais, peut-être normal. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être qu'il y en a personne qui se cache ailleurs. Ah, ça fait partie des... Voilà, c'est ces petites choses. Alors, on va essayer de... Alors, quelle est la parade? La déclaration de succession.
voir la déclaration de succession, et vous saurez. Ou alors les mariages, vous allez voir le mariage, ah ben oui, voilà, il est né ailleurs, d'accord. Ensuite, toutes ces histoires d'orthographe. J'ai donné l'exemple Tolo, bon, il y en a d'autres. Hein, alors les orthographes, ah oui, moi je m'appelle Tolo, mais avec un seul L. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec les... Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir jusqu'en peut-être 1650 ou 1700, peut-être 1750, peut-être même 1800, où là, un officier d'état civil a fait l'erreur. Voilà, Tolo, il a mis 2 L. Et puis à partir de là, il y a 2 branches, il y a les Tolo avec 2 L et les Tolo avec un seul L. Donc on a du mal à imaginer que ce ne sont pas les mêmes à l'origine. Des fois, ça peut être. Hein, ça peut être. Mais, voilà. Voilà notre zone géographique. Donc, voilà, j'ai mis en rouge les 2 villages de départ, donc Grammont et Saint-Léan. Et puis en vert, tous les autres villages autour. Hein, donc, on retrouve des mariages, des cousinages dans ces roues-là. La plupart des gens, on va dire, je parle du 19e, hein, ils sont nés dans ces villages-là. Hein. Donc voilà, ça reste en gros, on va dire, je dirais des trajets pédestres. On peut le faire à pied. Aujourd'hui, ça serait un peu fatigant, hein, mais nos ancêtres, ils marchaient. Voilà, ils allaient de Grammont à Saint-Léan à pied, à cheval. Voilà, on allait chercher sa femme dans un domaine pédestre. Ah, on n'allait pas la chercher en Bretagne, ça c'est sûr. Sauf le cas spécial. Militaire, guerre, révolution, mais en gros, voilà, ça nous aide bien évidemment. Donc voilà, en gros, vous voyez, ça va de Saint-Étienne à Chazelles, et puis voilà, de Saint-Galmier, Saint-Romain-en-Jarret, voilà. Bon, alors, maintenant on va faire une petite ascension là dans notre arbre. Donc, alors ça je le garde ici, voilà. Avant de commencer, donc, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau visuel. Alors, je le retrouve. Voilà, ça c'est mon arbre, on va dire, ascendant, circulaire ascendant. Ça veut dire que je suis là. Normalement, il y avait les 4 couleurs, mais elles ne rentrent pas sur l'écran. Il y avait les 4 couleurs de départ, autrement dit, la partie gauche, c'est mon père, c'est censé être jaune, c'est le Jura, ça l'est, mais la partie droite, ça devrait être d'une autre couleur. Donc cette partie-là, c'est mon grand-père, Orgon, un quart, donc c'est ce qui est jaune, et puis cette partie-là, c'est ma grand-mère, qui se redivise en Bourgogne ici, et puis le Forêt, le 8e, le 8e, c'est autrement dit toute cette partie-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations. Bon, ça remonte aussi un petit peu plus loin. Bon, il y a des trous hein, aussi. Voilà, il y a des trous, mais c'est un peu pour vous situer. Donc, ma mère, son grand-père, donc le fameux Claude Bonnet qui était là, père, grand-père, arrière-grand-père. Autrement dit, juste pour vous situer, les personnes qui sont au centre des 2 roues que vous voyez ici, eh bien, ce sont ces personnes-là. Voilà, ce sont ces ancêtres-là que nous avons en commun. Tout ça pour vous dire qu'on est des proches cousins, parce que alors les bonnets, ça remonte un petit peu plus loin, ça c'est par là, les bonnets, ici. Donc, on est plus éloignés. Vous voyez, c'est juste pour vous situer le nombre de générations. Voilà. Donc voilà, le couple Rivoire-Bonnier, il est là. Voilà. Pour vous situer un petit peu. Alors maintenant, on va essayer d'y aller avec le logiciel. Voilà. Alors là, on arrive plus ou moins à lire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Une personne qui est dans mon arbre, il y a en fait 3 possibilités. Soit c'est un ancêtre. Si c'est un ancêtre, il y en a combien j'ai d'ancêtres? À peu près 2000 à peu près. Sur les 72 000 de l'arbre, c'est pas énorme évidemment. Donc, si c'est un ancêtre, elle aura le numéro de l'ancêtre qui sera écrit. On va le rechercher justement. On va rechercher. Alors attendez. On va repartir du début. Donc
Voilà, moi je suis là. Voilà, moi je suis la case qui est là. Donc, si vous voulez, je remonte dans le temps. Donc, mon père ici, ma mère ici. Là, le problème, c'est que quand je sélectionne, on ne voit plus le nom, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est ma mère. Et là, c'est ma grand-mère ici. Donc, la fille du fameux Claude Bonnet militaire, qui est donc ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un ancêtre, donc il a le numéro 14. Vous voyez à droite, dans la petite case, 14, sa femme, 15. Facile. Après, dessous, vous voyez ma grand-mère, qui est donc le numéro 7. Et puis, à côté, vous avez sa sœur. Ma grand-mère avait une sœur qui est morte très jeune. Elle est morte à 1 an. Et Jeanne Nicole. Et vous voyez qu'il y a un 14 en italique. Alors, un 14 en italique, ça veut dire que c'est un cousin qui est relié par le numéro d'ancêtre 14. Autrement dit, vous tous qui êtes ici, vous êtes reliés par le... Enfin, pas tous. Les bonnets, c'est un autre numéro. On va le voir. La plupart des gens qui sont donc sur cette roue là-bas sont reliés par l'ancêtre numéro 114. Donc, on verra apparaître un 114 en italique. Et puis, vous avez des personnes qu'on appelle les pièces rapportées. Je ne vais pas se montrer adéquat, mais les pièces rapportées. Le terme plus propre, ce serait les alliés. Les alliés, alliés, sont indiqués par un A. Vous voyez le A, ben, ma femme, par exemple, ici, elle est alliée. Elle est alliée, elle n'est pas dans l'arbre en tant que telle, elle est alliée. Donc, le grand défi du généalogiste qui travaille sur une région, c'est de transformer des alliés en cousins. Alors, comment ça? Ben, on va voir. A priori, ce ne sont pas des cousins, mais finalement, en cherchant bien, ce sont quand même des cousins. Voilà. Alors, donc on remonte un petit peu notre arbre ici à partir de Claude Bonnet, qui est le 14, le 28. Alors, juste pour vous dire, c'est là où je suis un petit peu, comment expliquer, pas déçu si vous voulez, mais un petit peu quand même, un petit peu déçu. Du fait que les cousins les plus proches ne sont pas vraiment très intéressés finalement. Mais bon, comme on dit, on n'est pas prophète dans son pays. Alors, parce que vous êtes les descendants, pour beaucoup, du 114, d'autres du 458. Les Polonais, c'est bien 458, on va regarder. Mais quand même, alors, dans mes cousins germains, ils ne sont pas très intéressés. Bon, ok. Je remonte, la génération du 14, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ma grand-mère avait juste une sœur qui est décédée en bas âge, donc pas d'autres cousins. 28, je monte d'un cran. Le 28, eh ben, le 28, il y a quelques cousins sur Saint-Étienne, j'avais eu le contact. Ouais, bon, ben voilà, ils sont pas là. Et c'est pas pour ça, bon, voilà. Pas plus intéressant. Après, on remonte vers le 56. Donc vous voyez, je remonte dans l'arbre un cran au-dessus. Alors, le 56, il y a beaucoup à faire encore parce que ce sont des gens qui sont partis sur Saint-Étienne, malheureusement. Donc, alors, Saint-Étienne, évidemment, c'est pas Saint-Médard ou Gramont, quoi. Il faut aller se taper des registres immenses. Donc, j'en ai quelques-uns qui sont là. Et puis, après, ben, Benoît Rivoire, voilà. Donc, son père, enfin plutôt ses parents, c'est le fameux couple au centre de la roue de gauche. Voilà. Jean Rivoire, dont on a vu le mariage tout à l'heure, en 1769. Benoît de Bonnier, lui, il est décédé en 1824, elle est décédée en 1807. Alors, vous voyez dessous leurs enfants. 114, c'est des cousins 114. Donc, ils sont 114 en italique, ça veut dire que ce sont des cousins par ce couple d'ancêtres. C'est facile à voir. Alors vous allez me dire, mais il y en a, on voit 56. Ben oui, parce que ce sont des enfants, ce sont ceux qui se rajoutent, les 56, ce sont des enfants, non pas, voilà, j'essaie d'expliquer ici, vous avez Jean Rivoire en 114, les enfants, mais parmi les enfants du 114, il y a évidemment le 56, enfin le 57 en fait, 57, vous vous souvenez 57, 114. Il y a le 57, mais le 57, c'est une dame. Elle est mariée au 56. Alors, si je descends du 57, je descends aussi du 56. C'est un couple.
Alors, on a l'habitude de marquer, désolé pour les dames, mais on marque toujours le numéro pair, autrement dit le numéro des hommes. Alors, voilà pourquoi, quand je vois marqué Gaspard Bonnet, Christophe Bonnet, tout ça, ce sont des gens qui descendent de Madame Rivoire, qui elle est mon ancêtre 57. Voilà pourquoi ils descendent du 57, 56, 57, et donc on met 56. Autrement dit, ce sont des cousins un petit peu plus proches d'une génération que vous tous, ou vous presque tous, qui vous descendez du 114. Mais vous le verrez en regardant le poster qui est là-bas, on voit assez bien les différentes générations. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer des alliés en cousins. Si vous regardez, on va prendre... alors, je vais prendre Odile, puisque voilà, on fait beaucoup de trucs. Alors, je vais chercher Odile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche. Voilà. Alors, Odile est une pupier, et comme elle est mariée avec un bourrin, je peux chercher sur les deux, hein, mais je cherche par exemple bourrin. Voilà. Des bourrins, j'en ai un paquet dans mon arbre. J'en ai un paquet. Mais le mari d'Odile, a priori, n'est pas cousin, a priori, pour l'instant. Pas cousin avec moi. Alors, j'affiche par branche. J'affiche par branche. Et vous voyez les petits arbres verts, chaque arbre vert représente une branche de bourrin. C'est juste pour vous situer le truc. Alors, la première, ben voilà, Claude, ok, Claude et Odile, d'accord. Mais j'ai une Élisabeth Bourrin, j'ai une Françoise Bourrin, j'ai un Jean-Claude Bourrin de 1736. Ce Jean-Claude Bourrin pourrait être l'ancêtre de Claude. Je ne sais pas, il faut voir, peut-être. Donc à ce moment-là, Claude deviendrait non plus un allié, mais un cousin. C'est-à-dire que si je regarde ici, c'est ça que je voulais essayer de vous... Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, ça devient un petit peu compliqué. C'est le niveau 2 là, hein, on passe au niveau 2. Hein. Là c'était le basique. Maintenant, on passe au niveau 2. Hein, alors voilà, donc je vais essayer de vous expliquer. Donc, vous voyez Odile, elle est P comme parent, avec le numéro 114 qui nous rattache, et puis son mari A. Normal, c'est un allié. Si je prends les frères et sœurs d'Odile, tous leurs époux, leurs conjoints, sont des A. Je vais essayer de faire voilà, vous voyez. Son frère André, il est marié avec une Perret, elle est A, bien sûr. Sa sœur Marie-Thérèse, elle est mariée avec un Besné, il est A aussi, et ainsi de suite. Voilà, Philippon, il est A aussi. Mais certains A pourraient devenir des P, parce que finalement, parents. Et je vais vous en montrer quelques exemples. C'est un bon exemple parce que les gens sont là, donc ils vont pouvoir comprendre. Et puis j'espère que les autres aussi. Voilà, alors je cherche un bon. Voilà. Bon. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Donc, Chantal Grange, qui est là, on s'est dit tout à l'heure, elle descend, comme les autres, du 114. Voilà. Du 114. Elle a 3 enfants, dont un fils, Jean-Baptiste, qui est avec une voûte. Bon, ils ne sont pas mariés, mais on est ouvert, hein, sinon on ne met plus personne. Hein. Concubin. Ouais, alors, voilà. J'ai dit concubin, je le mentionne quand même. Bon, après, des fois, ils se marient. Bon, c'est bien. Alors, quand elle m'a dit que, parce que quand je lui ai demandé les noms des descendants, elle me dit, ben voilà, puis mon fils, il est avec Sandra Voûte. Je dis, ah, tiens, c'est intéressant, parce que des voûtes, j'en ai dans mon arbre. Ah bon, ben, on va voir. Alors après, j'ai dit, ben, vous avez les parents de sa compagne? Oui, les parents, les grands-parents. Et vous voyez que Sandra Voûte, elle n'est pas A, comme sa belle-sœur Laetitia, qui elle est A, et son beau-frère Loïc, qui est A aussi. Elle est 56. Ça veut dire qu'en fait, elle se rattache à mon numéro 56. Donc, elle, Chantal, est ici, mais sa belle-fille, voilà, se rattache, est reliée par, et donc, une génération plus proche. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle transformer un allié en parent.
Ben voilà, on en est là. Mais peut-être que demain, il y aura encore beaucoup de A qui vont devenir des P avec un numéro de SOSA qui est un numéro de généalogique parce que on aura remonté leurs ancêtres suffisamment haut pour justement faire le lien. Voilà. Je parlais de Claude Bourrin, et vu le nombre de bourrins que j'ai dans mon arbre, voilà, il y a à mon avis des chances assez importantes. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le. Alors ça veut dire que maintenant si je clique sur Sandra Wood, évidemment, voilà, je retrouve son ascendance, vous voyez, et elle va être reliée à Marius Wood, qui ensuite se rattache à mon numéro 56. Voilà, c'est un petit peu compliqué, je reconnais, quand on le découvre pour la première fois. Mais en fait, vous voyez, pour résumer, on en arrive au fait que finalement, ben voilà, tout le monde est quelque part parent. C'est comme ça, puisque c'est le mode de vie des gens qui a fait que ben, ils cherchaient en général leur conjoint à côté de chez eux, et donc de facto, eh ben, ils étaient amenés à avoir un lien de parenté. Voilà. Voilà, ben j'ai plusieurs exemples. Hein. J'ai un autre exemple ici. Gérard Bonnet, ici. Sa femme aussi, je pense. Ben voilà, il dit ma femme est une pitaval. Ok, bon, les pitavales, bon, il y en a un paquet. Hein, moi, alors, quand il m'a dit sa femme est une pitaval, elle est aussi de Gramont. Oui, elle est de Gramont. Bon, ben alors on va regarder. Et ben, assez vite, j'ai vu que finalement, la femme de Gérard Bonnet, qui était une alliée pitaval, est devenue une parente parce qu'elle se rattache à mes pitavales. Voilà pourquoi Gérard Bonnet, il a le numéro 448 à côté. Il se rattache à mon numéro ici 448, donc c'est quand même assez haut. Hein. On est cousins moins proches qu'avec les autres, entre guillemets. Mais sa femme, elle est le 452. Donc elle se rattache à mon numéro 452. Donc on va dire au même niveau de... Mais ça va plus loin parce que Gérard Bonnet, il a... attendez que je ne dise pas de bêtises. Alors attendez. Colette Bénière, c'est qui? C'est une belle-sœur. Belle-sœur, ah oui, voilà, c'est ça. Oui, alors voilà. Donc voilà. C'est dommage, c'est l'affichage qui nous joue des tours. Hein. Donc, mais le mari de Colette, c'est qui? André Bonnet. Non, Ah oui, voilà, oui, c'est ça, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, ça y est, j'y suis. J'ai perdu le fil. Monique a un frère, Pitaval, donc la femme de Gérard. Elle a un frère Pitaval qui est marié avec une Benière qui est A, qui est rapportée, alliée. Et elle a une fille, Nelly, qui n'est autre, entre parenthèses, que la secrétaire de mairie de Gramont. Et cette Nelly, elle est mariée avec un Viricel. Et les Viricel, pareil, il y en a plein. Eh ben, j'ai bien vu que finalement, son mari était relié à mon numéro 458. Donc on est, voilà, de nouveau, on a deux parents, finalement. Classique, hein, classique. Et nous, ça nous plaît, parce qu'on voilà, on a de nouveau des cousins encore, et finalement on les rattache tous, tout le monde est relié. J'ai plusieurs exemples hein, comme ça. Quand j'apprends qu'un allié porte un nom bien connu qui se trouve dans mon arbre, ben, je retrouve assez vite. Voilà. Alors voilà, ben, pour terminer, je vais vous montrer un bref aperçu de mon site. Voilà. Voilà, donc mon site, j'ai mis ça, bon, je suis dans l'informatique, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile. Je l'ai mis en place en 2000, à peu près en 2000. Donc, bon, le but, c'était bien sûr de communiquer un peu tout ce qui avait été fait en termes de recherche. Pour le Jura et puis pour la Provence, je sors des petites gazettes où je raconte un petit peu les recherches. Pour ici, je ne l'ai pas encore fait, peut-être je vais m'y mettre, mais c'est du boulot. Voilà, le but, c'est un peu de faire partager un petit peu le résultat des recherches, si vous voulez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver là? Ben, on va trouver les dépouillements, bien sûr. On va trouver pour les villages sur lesquels j'ai travaillé, un petit peu comme on l'a vu pour Généagier. Voilà, par exemple,
sur les traces d'un migrant. Ben, là, je raconte un petit peu l'histoire de ce John Baveret, là, qui était parti au Canada, là, je vous ai parlé tout à l'heure, où on a retrouvé d'ailleurs sa tombe en Ontario. Il s'était appelé Bavery, après il s'était Baveré, puis le nom a été anglicisé. Voilà, ça c'était son registre militaire, justement. Ça c'est le chalet de son petit-fils. Et c'était assez rigolo, parce que quand je lui ai demandé au petit-fils, je lui ai dit, mais vous avez bien connu votre grand-père, il vous a pas dit qu'il venait du Jura, puis il m'a dit, bah, il venait d'un petit village près de Paris. Vous voyez, à l'échelle du Canada. Voilà. Donc, il vous a jamais parlé de la France, non, pas tellement, mais quand il y a eu la déclaration de guerre en 1939, comme il était militaire, il avait 60 et quelques, il allait sortir son uniforme, il avait gardé son uniforme, il a dit, il faut que j'aille en France, il faut que j'aille soutenir mes compatriotes. Et puis, donc ils parlent tous anglais là-bas. Puis alors, j'ai essayé de demander comment la langue s'était perdue. Et puis il m'a expliqué, les sœurs aînées parlaient français au début, enfin ses filles. Et puis bon, c'est comme toujours à l'école, elles se faisaient moquer d'elles parce qu'elles ne parlaient pas anglais. Donc petit à petit, elles ont parlé anglais, puis après le français s'est perdu. Du coup, ils parlent tous anglais. Voilà. Donc ça, c'était une petite anecdote. Voilà, donc dans les trucs un petit peu qui méritent d'être signalés, c'est pour vous montrer un petit peu. Bon, on parle d'un village quand même de 300 habitants, donc quand même plus petit que Gramont, plus petit que Saint-Médard, mais quand même les 22 personnes mortes pour la France qui sont sur le monument aux morts sont toutes rattachées à un seul et même ancêtre. Autrement dit, ils sont tous cousins. En fait. Les 22 personnes du monument aux morts du village. Un autre truc, c'est, alors ça ne plaît pas toujours à certains maires, mais tous les maires sont cousins, quasiment. Et, oh là là, je suis cousin avec lui, non, tu m'enlèves ça. Et oui, voilà, il y a 10 maires du village, pas tous, mais quand même 10 qui étaient parents entre eux. Alors, bon, encore une fois, on est dans un village de petite taille. Gros village, ça va être plus difficile, mais on va certainement trouver des liens de parenté entre un certain nombre de personnes, ça c'est sûr. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous communiquer. On a largement le temps de rediscuter de tout ça à l'apéro, pendant le repas, après le repas. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop dur à comprendre. C'était un peu le but de vous faire partager un peu ce qu'on vit dans nos recherches. Et puis voilà, ça continue. Voilà. Merci beaucoup.